Dans ce bonus, je voulais vous partager la soirée que nous avons passée lors de la semaine du son de l'UNESCO, en partenariat avec INASUP et Podcast Magazine. La semaine du son et de l'UNESCO 2023 se penche sur un sujet d'actualité, le podcast, quels usages et quels récits dans le podcast aujourd'hui. Une conférence de 2 heures avec Sylvain Gire, cofondateur et patron de la chaîne Arte Radio, Cécile Braque-Botorel, chef opérateur du son à Radio France, Mélène Fapp, créateur du podcast L'actu des oubliés, Sarah Trey Stéphanie, comédienne et autrice, Stéphanie Barra, chargée d'un projet podcast pilote pour l'école de communication de l'UC Louvain, Marie Casban-Mazerolles, maîtresse de conférences en littérature contemporaine à l'Université Paris 8, et elle est modérée par Vincent Lockman et moi-même. Je vous laisse écouter. Le son est partout. La semaine du son de l'UNESCO du 16 au 29 janvier dans toute la France. Bonsoir à vous, chers amis de la Semaine du Son, pour cette 4e édition à l'UNESCO, dans un lieu qui nous est ouvert pour dialoguer, pour converser, pour faire avancer notre réflexion sur le sonore dans toutes ses formes. On était ici en ouverture avec Thomas Dutronc, la salle était pleine, ce soir c'est un peu moins plein. 1100 personnes qui étaient là pour nous applaudir et pour faire avancer les propos qui sont ceux de notre association et notre projet, qui est celui d'une prise de conscience du sonore sous toutes ses formes. On avait une soirée aussi sur l'intelligence artificielle et sur la santé auditive, qui a été un grand moment également. Une très belle soirée également sur l'environnement sonore, sur ce merveilleux concours qui s'appelle Place au son, où des artistes, des architectes, des ingénieurs du son se retrouvent effectivement pour imaginer la place publique de demain, avec un sonore en amont de l'urbanisme. Et ce soir, nous sommes sur ce terrain assez extraordinaire dans le cadre du rapport de l'enregistrement de la reproduction du son, qui est celui du podcast. Oui, le son est un déclencheur de l'image, et bien évidemment, rien de plus évident que de le dire à travers le podcast. C'est pour ça qu'on a eu cette idée de lancer, et Tony Awam, qui est notre délégué général, a eu aussi cette idée de dire, allez, lançons cette soirée sur ce thème, et je trouvais que l'idée était excellente, évidemment. Savoir que le podcast, c'est justement la concrétisation de ce son que l'on perçoit et qui nous ouvre sur le visuel. Nous qui avons lancé le prix de la meilleure création sonore à Cannes, avec Janine Langlois-Glandier qui est ici présente, que je remercie d'être là, avec Costa Gavra, avec Thierry Frémaux, on a là aussi mis l'accent sur le fait que le sonore était aussi un créateur d'images dans le cadre du cinéma. Et bien aujourd'hui, la radio, et à travers surtout le podcast, qui est un élément de ressources absolument incroyables, nous démontre à quel point le sonore peut nous amener à trouver la liberté. Je dis bien la liberté de l'image. Une liberté de l'image qui est l'image de chacun et qui n'est pas l'image qui est imposée par un réalisateur. Et c'est en cela que le podcast, selon nous, était la structure la plus originale qui soit pour concrétiser cette notion du son qui crée l'image. Donc je suis très, très, très heureux de pouvoir lancer ce débat avec un panel absolument incroyable. Je ne vais pas vous les citer, je vais simplement passer la parole à l'organisateur de cette soirée, un certain Fouad Beraou, notre administrateur, qui a bien voulu organiser tout cela, effectivement, avec nos invités, et qui va nous les présenter, j'imagine, tout de suite, maintenant. Voilà, je passe la parole à Fouad Beraou. Merci, Fouad. Bonsoir à toutes et à tous pour cette session concernant le podcast. Alors, je ne vais pas vous présenter les intervenants
un par un ou une par une, parce qu'ils vont le faire eux-mêmes avec en appui leur production propre de podcast. Voilà, je les remercie d'être présents, d'avoir répondu favorablement à nos demandes et de cette comment dirais-je, plié à l'exercice qu'on leur a demandé, c'est-à-dire de tailler dans leur production propre de quelques minutes, ce qui n'a pas été facile pour eux de le faire, mais qui est assez représentatif de leur travail. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je laisse les intervenants et ceux qui vont gérer cette table ronde faire en sorte que cette soirée soit la plus réussie possible. À vous. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Je suis peut-être celui qui est le moins spécialiste du podcast dans cette table ronde. C'est pour ça qu'on est deux animés avec Philippe, rédacteur en chef du magazine Podcast qui est là. L'intitulé est donc autour de cette question du podcast, de son évolution et en quoi est-ce que les nouveaux usages des auditeurs changent la façon d'écrire. C'était ça le sous-titre de cette table ronde. Peut-être commencer par définir ce dont on parle. Alors, d'abord, on fait un petit tour de table. Oui, on va faire un petit tour de table. Donc, moi, je va passer le micro. finirai en dernier, mais peut-être commencer par Philippe. Bah oui, je vais me présenter déjà. Donc bonjour, voilà. Philippe Chapeau. Donc je suis depuis 20 ans dans le secteur de la radio. J'édite un magazine qui s'appelle La Lettre Pro de la radio. Et puis depuis 2006. Mais Sylvain fait du podcast bien avant ça. On fait du podcast avec les conférences d'un salon qu'on organise qui s'appelle le Salon de la radio, qui maintenant a eu lieu en juin, qui s'appelle le Paris Radio Show. Et on fait du podcast depuis longtemps, on s'intéresse au podcast depuis longtemps. Et l'objectif avec Podcast Magazine que vous voyez là, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe avec ce phénomène de podcast et ce dont on va parler ce soir avec tous nos invités. Donc je vais passer le micro pour que chacun puisse se présenter. Ça sera plus simple. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Marie Casaban-Mazerolles. Je vais le dire tout de suite, comme ça ce sera fait. Je ne suis pas à proprement parler podcasteuse, du moins pas encore. Je suis ici ce soir à titre d'abord d'ancienne étudiante de l'INA, puisque l'an dernier j'ai suivi une formation à l'INASUP, une formation proposée autour de la conception et de la réalisation de documentaires. Et par ailleurs, il se trouve que je suis enseignante, maîtresse de conférences en littérature contemporaine à l'Université de Paris 8. Et ce soir, je vous parlerai un petit peu de ce parcours entre littérature et podcast et de mes envies à cet égard. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Melaine Fanouillère. Je suis auteur d'un podcast qui s'appelle L'Actu des Oubliés, qui est en gros un podcast sur l'actualité des luttes dans le monde. Du coup, avec vraiment ça englobe à peu près toutes les luttes, qu'elles soient sociales, écologistes, féministes, et avec vraiment une dimension internationaliste, c'est-à-dire que je vais sauter d'un continent, d'un pays à l'autre à chaque fois, et du coup, la fréquence, c'est tous les 2 fois par mois. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Cécile Braque-Botorel. Moi, je suis ingénieure du son. J'ai travaillé pendant 17 ans à Radio France, dans les studios de la Maison de la Radio. Et depuis quelques mois, je me lance dans quelque chose de plus personnel, et notamment la création de podcasts. Voilà. Bonsoir, je suis Sylvain Gire. Je suis auteur, journaliste. J'ai commencé ma vie professionnelle surtout à France Culture. En 90, j'ai adoré la radio et France Culture. Ensuite, je suis passé à Arte où j'ai fait de la communication. Et en 2002, Arte France, donc la branche française de la chaîne Arte que vous connaissez, Arte France a voulu avoir une radio. Drôle d'idée. Donc on est en 2002, on est au tout début de l'Internet. Il a été décidé que ce serait une radio sur Internet que j'ai eu la chance de créer avec Christophe Rowe, et je suis le responsable d'Arte Radio depuis 2002, donc ça fait 20 ans. Arte Radio étant considérée comme la pionnière du podcast. Voilà.
Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Sarah Trey-Stéphanie, je suis comédienne et autrice et j'ai créé en 2019 le podcast Frouch, qui est un faux documentaire sur une fille très timide qui met tout le monde mal à l'aise. Et voilà, et depuis j'écris des séries et j'ai écrit un livre qui s'appelle Journal cru et trop intime d'une fille qui voulait se taper la terre entière. Voilà, c'est un titre sans équivoque. Voilà. Bonsoir, je suis Stéphanie Barras et comment vous expliquer ça ? Ma vie professionnelle est au carrefour entre les arts de la scène, la communication et plus spécialement le domaine audio à travers la radio et les podcasts. Et actuellement, en fait, je suis chargée de projet podcast pour l'école de communication de l'UC Louvain. Donc, c'est une université en Belgique et on mène un projet pilote de création de podcasts dans le cadre pédagogique. Donc, on crée des podcasts comme support de cours en information, communication et en journalisme. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Et là où notre positionnement est un petit peu novateur, c'est que pour l'instant, le podcast est enseigné principalement en formation continue. Et ici, c'est bien dans la formation initiale, donc les études que l'on suit à l'université. C'est dans ce cadre-là que nos étudiants apprennent à faire du podcast. Et pour le coup, nos professeurs aussi. Voilà. On va peut-être préciser ce qui est la différence entre initial et continu, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Enfin, moi, ça l'était pas quand on m'a expliqué la première fois. Donc, oui, je sais pas si j'ai été suffisamment précis. Si, c'est très précis. Non, mais c'est vrai que la différence entre continu et initial, c'est que continu sont des formations courtes et initial, c'est des formations qui sont sur plusieurs années, 1 an ou plus. Voilà. Mais en fait, la formation initiale, c'est proprement les études que l'on suit en supérieur, à l'université, etc. Et la formation continue, c'est vraiment les formations qu'on reprend par après pour avoir des compétences supplémentaires dans des domaines qui sont déjà un peu plus précis. Je pense qu'on peut les différencier aussi principalement comme ça. Vincent, tu es l'expert, toi, des formations. Merci de ces précisions, ça va me simplifier la vie pour me présenter. Donc, je dirige l'école de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Ça ne sont pas seulement les archives que vous pouvez voir sur tous les écrans, c'est aussi une école de formation initiale et également un endroit de formation professionnelle. Nous sommes historiquement l'organisme de formation professionnelle de la télévision publique, radio et télévision, depuis l'éclatement de l'ORTF. Et aujourd'hui, sur la base et l'expertise qu'on a en formation professionnelle, on a développé une école qui a une 20aine d'années et qui forme à tout un tas de métiers, beaucoup de parcours, entre une classe d'insertion pour des jeunes sans condition de diplôme jusqu'à des masters et tout le chemin qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà pour ma présentation et je m'appelle Vincent Lockman et donc je dirige le département études et pédagogie et la formation initiale à l'INA. Donc avec Vincent, on va essayer de vous faire découvrir un peu cet univers du podcast pour ceux qui le connaissent et qui le connaissent pas. Et avant tout, on s'était dit avec Vincent que, on a un pionnier dans la salle et on allait demander à ce pionnier de nous expliquer avec ses mots, c'est quoi le podcast, Sylvain ? Merci beaucoup, j'adore être un pionnier. Alors, je n'ai pas fait exprès d'inventer le podcast. Si tant est que je l'ai inventé, ça se discute. C'est pas tout à fait vrai. Disons que d'un point de vue professionnel, Arte Radio se crée en 2002, le mot podcast n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas faire des podcasts puisque le mot n'existe pas, on ne sait même pas ce que c'est, mais on a une mission qui est de faire une radio sur Internet. En 2002, il faut se rappeler, il n'y a pas le haut débit chez les gens. YouTube n'existe pas, Facebook n'existe pas, on est vraiment dans la préhistoire de l'Internet. Donc, nous, on aime la radio, avec Christophe Roll, cofondateur, on adore ça. Donc, on se dit, on va faire des émissions de radio. Mais comme on est sur Internet, les gens ne sont pas habitués à écouter du son sur Internet. Ils veulent des images, puisqu'il y a un grand écran. On va donc faire des objets courts. L'une des premières définitions du podcast qu'on peut donner, c'est un fichier audio qui n'est pas musical, qui est comme une émission de radio, mais qui n'est pas diffusé sur la radio, qui est diffusé via les internets, c'est-à-dire l'internet, c'est aussi le téléphone portable, etc., qui n'a pas une parution, qui n'est pas liée à une programmation hertzienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille, donc on n'a pas la même chose le lundi à 7h, le mardi à 18h, etc. Le podcast, c'est quand on veut. Donc un objet audio
non formaté, qui n'est pas linéaire, qui n'est pas soumis au déroulement linéaire d'une grille de programme, et qu'on obtient par l'Internet. La conséquence, c'est qu'on peut non seulement l'écouter, mais le réécouter. La deuxième conséquence, c'est qu'en général, on va écouter la radio le matin, chez soi, en famille, au petit déjeuner, sur la route. Mais si quelque chose survient, si on doit partir pour prendre son métro, en général, on s'en va. Et donc, on n'écoutera pas la fin. Et puis parfois, on tombe sur une émission de radio qu'on adore, comme ça, la nuit, sur une route déserte, tandis que la pluie tombe sur le capot, et on n'a pas eu le début. Mais c'est pas grave, on est fasciné. Avec le podcast, on choisit ce qu'on écoute. On a un titre, on a une durée, on sait où on se situe. C'est donc une écoute choisie. C'est une écoute donc plus personnelle. On est en général seul à écouter un podcast, plus singulière et plus immersive. On est beaucoup plus attentif puisqu'on a fait ce choix d'écouter ça à ce moment-là. On écoute énormément de podcasts dans les transports, donc au casque, donc encore une fois seul, encore une fois avec une écoute immersive et plus attentive que celle que nous donne le petit poste de radio avec toute l'ambiance familiale du petit déjeuner autour. Donc ça, c'est très important, cette écoute. Ce qui me paraît fondamental de toujours parler d'écoute quand on parle de radio. Peu importe la radio, l'audio, le sonore, le podcast. Tout ça, c'est de l'écoute. À partir du moment où on fabrique des objets qui sont faits pour être écoutés avec une telle intensité et avec autant d'attention, la nature même de ces objets, leur contenu change. Donc la deuxième définition du podcast, la première que j'ai donnée était une définition plutôt technique et sociologique. La définition, on va dire peut-être esthétique du podcast, c'est que on ne s'adresse jamais, le podcast ne vise jamais le grand public, il ne vise pas la multitude. Il s'adresse forcément à des individus, même s'il peut être désormais extrêmement écouté. Et donc il va s'emparer de sujets. Il va le faire avec une grammaire, une adresse, qu'on appelle l'adresse dans l'audiovisuel, la manière dont on s'adresse à l'auditeur, qui va être beaucoup plus proche, beaucoup plus incarnée qu'à la radio, beaucoup plus peut-être sensible, peut-être plus maladroite. En ce sens-là, le podcast est à rapprocher des radios associatives d'une certaine façon, mais surtout, comme on a conscience d'être des singularités qui parlent à des singularités, on va dans le podcast pouvoir aborder des thèmes plutôt minoritaires, plutôt personnels, plutôt singuliers, et qui n'ont pas été jusque-là abordés par les grandes chaînes de radio, par les médias qu'on dit mainstream, les médias les plus importants. C'est pour ça que l'importance du podcast, et je m'arrête là, son succès en France, notamment, vient principalement d'émissions consacrées au féminisme, à des minorités, à des passions minoritaires, à des luttes, comme tu le disais. Voilà, donc c'est une deuxième définition du podcast. Je ne dis pas tout sur le podcast, mais il me semble qu'il y a ça. Un dispositif technique pour recevoir des fichiers audio, les écouter, les réécouter, et une adresse relativement plus décontractée, plus naturelle, plus jeune, entre guillemets. Ça va à tout le monde ou... Quel talent! On voit que tu sais bien de ce dont tu parles et tu en parles depuis longtemps et tu es un défenseur du podcast depuis 20 ans. Tu as fêté d'ailleurs les 20 ans il y a pas longtemps. Tu peux peut-être dire 2 mots sur ce que vous avez fait sur ces 20 ans et puis après... Pour les 20 ans d'Arte Radio, on a été invité au Palais de Tokyo, donc qui est centre d'art contemporain très chic. Je crois que c'est la première fois, et peut-être la dernière, qu'une radio ou des podcasts étaient invités comme ça. Et ce qui était curieux pour nous, c'est que le Palais de Tokyo, pour ceux qui connaissent, ça doit être la pire acoustique du monde. Et nous, on est quand même assez sensibles à la qualité du son, à la qualité sonore, pour les raisons dont je parlais avant. Du coup, certes, on a diffusé du son, mais sur des bornes, avec des casques, dans les salles de cinéma, ça allait, mais pour le reste, on était dans cette immense structure. Donc en fait, tout simplement, on a déménagé la radio, on a vidé les bureaux, le studio, toutes les régies depuis le siège d'Arte France à Issy-les-Moulineaux. On a tout rebâti au milieu du Palais de Tokyo et pendant 10 jours, on a travaillé devant les gens. Voilà, donc nous sommes devenus des œuvres d'art. Enfin. Voilà. On a été, je l'ai appris récemment, Arte a été obligé de nous assurer pour le transport en tant qu'œuvre d'art. Vous m'excuserez de ne pas être modeste, mais c'est vraiment difficile d'être modeste quand on a été assuré comme une œuvre. Maintenant, je ne vaux plus rien. Par contre...
la cote de l'œuvre a beaucoup baissé. Et voilà, pendant 10 jours, on a travaillé devant les gens pour dévoiler tout simplement comment on fabrique du sonore, comment on fait un mixage, un montage, un enregistrement. Donc on faisait le boulot qu'on fait d'habitude avec des gens autour qui nous regardaient et il était défendu de nous donner à manger. Voilà. Merci Sylvain de cette présentation. Philippe, la table ronde s'intitule « Décrypter le succès du podcast aujourd'hui ». Le succès, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et quand on se replonge dans l'historique, on voit bien les progrès qui ont été faits. Est-ce que ce succès, il est où ? Qui sont les acteurs du podcast aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut faire un petit panorama de ce développement du podcast ? Oui, alors on m'a demandé de parler du succès du podcast. Est-ce que c'est un succès ou pas ? C'est assez complexe. Hein. Et donc pour éviter cette complexité, je me suis dit que j'allais vous faire un petit récapitulatif, même si Sylvain a été extrêmement clair et a utilisé des mots bien plus concrets que ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et je voulais quand même d'abord savoir, dans la salle, ici, puisque vous êtes quand même avec nous et on a ce moment intime ensemble, et c'est ça, le podcast, c'est aussi le côté intime qu'il procure, cette vibration qu'on a et qu'on reçoit chacun dans nos oreilles. Donc avant de démarrer, et pour bien démarrer cette session et le débat, et pas utiliser trop de termes complexes dans le futur, combien dans la salle connaissent la définition du mot podcast avant que Sylvain ne l'ait donné ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Qui connaissait la définition ? Ok, c'est pour savoir quel est le public qu'on a aujourd'hui. D'accord ? Combien en écoutent tous les jours ? Ah oui, on a quand même... oui, en même temps, le sujet est podcast, donc si vous venez, c'est que ça vous intéresse un peu. Et combien savent si un podcast, c'est une rediffusion ou une création originale ? Ok, donc il y a quand même pas mal de compétences. Alors, le mot podcast prend ses racines en 2004. La première fois qu'on en entend parler, ça vient de iPod. Ils ont pris donc la partie pod de iPod et la partie cast du mot broadcast. Broadcast qui veut dire diffuser à tous, comme disait Sylvain tout à l'heure, comme la FM ou la TNT ou les DAB+, c'est-à-dire que ils ont enlevé donc le broad, car dans le podcast, il n'y a pas envoyé à tous, on n'envoie que à ceux qui sont abonnés par le biais d'une connexion Internet. Et le broadcast est anonyme, gratuit, on peut y accéder comme on veut, ce qui n'est pas le cas du podcast, bien entendu. Puisque vous avez besoin d'un abonnement Internet pour écouter du podcast, quoi qu'il arrive. Sauf si vous l'avez stocké sur votre ordinateur, mais vous avez quand même besoin de cet accès-là. Au final, c'est un contenu audio qui peut être produit de plusieurs manières. Alors, je vais prendre l'exemple du Québec pour vous faire peut-être un peu mieux comprendre les différences. Au Québec, on ne dit pas email, vous savez, on dit courriel. Au Québec, on ne dit pas podcast, on dit balado. C'est d'ailleurs un des seuls pays au monde qui n'utilise pas podcast. La traduction de podcast dans toutes les langues, c'est podcast. Sauf au Québec, où on dit balado. C'est assez original. Donc un balado, ou un podcast, donc, est un contenu audio produit pour être écouté à la demande en mobilité et quand vous le désirez. Comme ce que vous faites quand vous êtes sur une série de télé de Netflix ou une autre plateforme. Il existe donc plusieurs manières de créer des podcasts. D'abord une radio qui va rediffuser une émission, on parle de rattrapage, le replay, ce fameux... Et bien sûr, il y a aussi la possibilité d'avoir un boulanger qui va expliquer tous les matins avec son micro comment il réalise sa recette de gâteau, de pain ou que sais-je. Et là, on parle alors de podcast natif. Car il n'a pas été diffusé, comme disait Sylvain aussi, par un autre biais. Le podcast natif a aussi moins de contraintes que la rediffusion qui est souvent liée à une grille des programmes en radio, par exemple, avec des longueurs imposées ou une rythmicité quotidienne. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous avez 2 minutes en radio, vous avez 10 minutes, 1 heure, des fois maxi. Là où le podcast natif n'a aucune contrainte réelle en termes de durée ou de récurrence. Au Québec, donc, on parle de balado-diffusion quand on parle de rattrapage, alors que lorsqu'il s'agit donc de contenus qui sont faits en fait des rediffusions. Et de balado quand on parle d'un audio qui est produit nativement pour être diffusé à la demande sans avoir été diffusé au préalable à la radio, à la télé ou sur YouTube ou TikTok. Donc on peut, sans obligation aussi, et ça c'est une chose importante pour la suite, s'abonner et suivre
C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur le plus quand vous êtes sur votre appli de podcast, il n'y a aucune obligation, mais vous pouvez cliquer sur le plus ou vous abonner à un podcast, comme vous le faites par exemple quand vous êtes sur une chaîne YouTube, vous allez cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et être alerté. Et ensuite, vous pouvez l'écouter sur un téléphone, un ordinateur ou une tablette. La petite différence, c'est que lorsqu'on est abonné et que l'on suit un podcast en général, l'application va aller télécharger tous les nouveaux épisodes afin que vous puissiez l'écouter plus facilement. C'est bien entendu désactivable sur les applis si vous voulez, hein, mais qui va vraiment aujourd'hui dans ses préférences pour désactiver le téléchargement automatique qui est fait d'office. C'est un détail important pour que vous compreniez la suite. Donc on l'a vu, le mot podcast date de 2004, mais les premiers échanges de fichiers audio avec un fichier qui a comporté un script attaché, et là on parle de RSS, pour ceux qui connaissent, on n'en parle plus après, hein, vous inquiétez pas, date de 2001, avec Adam Curry, qui est le Podfather, c'est-à-dire le père du podcast, dont nous avons d'ailleurs une interview dans le prochain Podcast Magazine exclusive, et ce qui est dit dans l'entretien est assez réjouissant. On pourra en parler d'ailleurs, Sylvain, si tu le désires, pour le futur. Aux États-Unis, le podcast a connu un véritable succès depuis plus de 10 ans, avec un podcast téléchargé plus de 350 millions de fois. On en parle souvent, qui s'appelle Serial, un true crime d'enquête, de contre-enquête en fait, sur des faits divers. Podcast qui a d'ailleurs récemment réussi à faire libérer aux États-Unis un homme condamné à la prison à vie. Vous pouvez d'ailleurs lire ça aussi dans le Podcast Magazine numéro 1. Il faut bien que je fasse un peu de promotion pour Podcast Magazine. En France, le pionnier du podcast, il est avec nous ce soir, puisqu'il fête ses 20 ans avec Arte Radio, visionnaire et pionnier. C'est Sylvain Gire, que je nommerai en fait petit oiseau du podcast. Car 20 ans, c'est jeune. Et le terme dinosaure ne convient pas vraiment. Aujourd'hui, une industrie est en train de se mettre en place avec l'arrivée des sociétés de production, d'un syndicat, le PIA, de droits d'auteur, de perception, la SACEM, la SACD et autres SCAM, des labels de podcasteurs aussi sont en train de s'organiser. Mais ce qui fait que l'on peut qualifier que c'est une industrie, c'est la mesure. Car vous le savez, un marché sans mesure a toujours du mal à se développer dans un pays. La certification pour les podcasts natifs, elle est désormais en place pour ceux qui payent la CPM, je le précise, c'est payant. Et la mesure de téléchargement pour les podcasts des stations de radio, aussi pour les radios qui font partie d'ISTAT, de médiamétrie, c'est-à-dire qu'elles aussi sont celles qui décident des études de médiamétrie et qui payent bien sûr pour les avoir. D'ailleurs, c'est l'audience podcast Replay qui porte aujourd'hui l'image du podcast en France avec la première station qui est France Inter et c'est 45 millions d'écoutes mensuelles pour 5 podcasts. Donc il faut diviser quand même 45 millions par 5 puisqu'il y a 5 émissions qui représentent 45 millions d'écoutes en décembre, hein, sur un mois. On peut toutefois, décembre 2022, on peut toutefois voir quelques podcasts français indépendants arriver et dépasser maintenant les 7 millions d'écoutes mensuelles, ce qui équivaut, selon la police, à la 4e ou 5e place du classement du podcast replay de radio le plus écouté, et selon les organisateurs, à égalité avec une émission de radio. Donc, c'est une concurrence, quoi qu'il arrive, pour les oreilles, avec un temps disponible de l'auditeur qui est non extensible. La différence majeure entre un podcast natif et un replay se situe principalement dans le côté intime. On en parlait qu'il peut entretenir avec l'auditeur, souvent dans des niches très spécifiques, Sylvain le disait aussi. Ce qui n'est pas le concept de la radio qui doit pouvoir être écouté de tous. La bataille de la visibilité et de l'image, elle est donc gagnée pour les stations de radio qui, pour l'instant, qui rediffusent leurs émissions avec une grande visibilité grâce aux algorithmes et à la notoriété des émissions, laissant la découvrabilité des podcasts natifs relayés aux bouche à oreille. Certaines radios utilisent également des stratagèmes pour multiplier par 2, voire par 3, leurs audiences en découpant une émission en 10 pour exploiter ce fameux téléchargement dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'en gros, si vous écoutez les grosses têtes, vous allez avoir des extraits des grosses têtes, des best-of des grosses têtes, et tout ça génère du téléchargement pour augmenter le nombre de millions de téléchargements qui ont été réalisés, puisqu'on ne sait pas si les gens ont vraiment écouté.
puisque la mesure ne prend pas en compte le téléchargement, prend en compte le téléchargement, mais pas l'écoute. Voilà, j'ai posé le paysage. Merci beaucoup. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Cécile Bragg-Botorel. On dit rien, on écoute d'abord ? Oui, on y va. Donc il y a un son qui est quelque part là-haut. Si on peut l'envoyer. Arrive à la maison et que je te joue, et que je te joue, et que je te danse, et que je te danse. Je mets danse ou n'avait un danse, je mets joue, n'avait si bé. On ne savait pas d'où c'est qu'il venait, on l'avait jamais vu, mais qu'est-ce qu'il jouait? Ben, il sonnait le violonou. D'abord, jamais joué, n'avait si bien joué, et jamais dansé, n'avait si bien dansé. Oh, ça calait vraiment. Au bout de quelques temps, il y a eu un petit gare. Faut vous dire que le petit gare là, il te pointe en avant. Il n'avait que point compte, il ne savait point parler. Et il tirait sur le cotillon de sa mère en disant « Maman, Maman, maman. » Oh, qu'est dit sa mère? La mère toute tournée devant son petit gars qui compte. Maman, regarde. Regarde. Et Vibin, elle devint toute bianche. Oh, Jésus, Marie-Joseph, ça te le violonou qu'avait les pieds fourchus. Les pieds fourchus, y a pas de doute, personne n'a les pieds fourchus que le diable. Et elle s'enfuit vite devant le gars José. José. Tu n'as pas vu que le diable est à l'arrêtant. Mais il dit, ça va pas, le style, le diable à l'arrêtant, il dit comme ça. Mais oui, mais regarde donc ton violonou, il a les pieds fourchus. C'est le diable. Il regarde, en effet. C'est le diable qui joue de la musique chez ta. Alors, Cécile, qu'est-ce que c'est d'abord, qu'est-ce que c'est que cette langue? Alors, cette langue, c'est du gallo. Donc la langue qui est parlée en Basse-Bretagne, pays de Fougères notamment. Et ça, c'est un conte qui a été dit et redit pendant des décennies lors de la veillée sur une tradition du paumé. Le paumé qui est donc la cuisson sur un chaudron au feu de bois dans le pays de Fougères, voilà, qui était faite à la fin de la récolte des pommes pendant la guerre, parce qu'il n'y avait pas de beurre, parce que le beurre était vendu dans les fermes pour apporter de l'argent, et à la place de ça, les fermiers se tartinaient du paumé toute l'année sur le pain. Et pour accompagner cette tradition-là, eh bien, on racontait des contes pendant les veillées. Et c'est une tradition qui existe toujours, et moi, c'était un peu mon travail d'aller à la rencontre de ces gens-là, qui continuent de faire vivre cette tradition comme dans le temps en fait. Et voilà. Et moi j'aime bien cette idée de transmission du patrimoine, transmission du terroir, du territoire. Voilà. Et par le podcast, j'essayais de le transmettre. Alors, mais c'est pas seulement une transmission orale là, parce qu'il y a un vrai travail de radio, il y a tout un travail de mise en forme. Parce que tu aurais pu enregistrer une conteuse, mais il y a tout un travail que je pense tout le monde a entendu, de post-production, qui fait qu'il y a plusieurs voix, en fait. On va dire maman, et puis il y a une voix de petit garçon qui dit maman. Enfin voilà, il y a des strates, il y a des couches, il y a une dynamique que tu recrées en plus. Oui, merci. Oui, je suis contente que ce soit perçu, évidemment. J'ai enregistré une conteuse qui s'appelle Marie-Jo, elle a 60 ans, elle continue de faire ça. J'ai travaillé avec des archives aussi, d'Eugénie Duval, qui est décédée il y a quelques années déjà, mais qui faisait des joutes, en fait, des joutes de langue, des joutes de galop. Ça existe toujours, mais c'était très, très important à une certaine époque. Et donc, j'ai travaillé avec toutes ces matières son pour essayer de faire en sorte qu'on le comprenne sans faire de voix off ou sans faire de traduction et qu'on se laisse emporter, en fait, dans cette histoire. Oui, parce que c'était ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est-à-dire on est dans un petit groupe, une communauté. Il y avait peut-être l'idée de faire des contenus en gallo pour des locuteurs du gallo, pour les personnes de cette petite région de Bretagne qui est assez grande, hein, qui est au-delà un peu de Fougères, oui, un peu plus loin de ça. Ouais. Et qui, est-ce que c'était l'idée de faire des productions pour ce groupe-là, ou est-ce que c'était l'idée d'aller un peu plus loin, parce que finalement, quand on écoute le conte là, en gallo, on a l'impression qu'on parle gallo. Oui. L'idée, c'est d'aller plus loin. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir, au contraire, à plus de monde. Voilà, ces pépites-là qui existent et qui sont peu connues, même si aujourd'hui, en Bretagne, il y a un vrai retour de la langue gallo qui n'est pas la langue bretonne. Enfin, il y a une différence entre le breton et le gallo. Et il y a un vrai retour sur ce gallo. Et donc, moi, je voulais
je voulais être actrice aussi de ce retour-là, pouvoir l'ouvrir davantage, l'offrir aussi à ces associations-là, parce que ce sont des associations qui pratiquent ces traditions. Mais voilà, c'est pour eux et c'est pour nous aussi, c'est pour tout le monde. Comment ça a été reçu localement par les auditeurs dont le gallo est la langue maternelle? Ça a été, j'ai eu des retours positifs parce que pour eux c'était émouvant de pouvoir écouter ces contes qu'ils connaissaient depuis le plus jeune âge, en famille, et de pouvoir l'avoir sur un objet, un peu qui est pas palpable, c'est du son, mais c'est quand même un objet, un podcast, et ils étaient plutôt très contents d'avoir cet objet-là entre les mains, entre les oreilles. Mais quand on a préparé ce moment, il y a eu un petit souci quand il a fallu aller voir les élus, pour les maires, pour essayer de promouvoir un peu cette forme-là d'expression. Oui. Alors voilà, moi je suis face à un obstacle, donc le succès du podcast, c'est peut-être là je cherche une réponse. Il y a un succès, ce que j'ai produit, en plus c'était une série, il y a 4 autres épisodes, puis ce podcast-là c'est un extrait, mais il dure 9 minutes, le conte, pour que ça se mette en place. Donc tout le monde était ravi, ça a été bien reçu. J'ai rencontré les mairies du Pays de Fougères, c'est Liffré, RC Pré-Liffré, et après, qu'est-ce qu'ils font avec ces objets? Ils ne savent pas quoi en faire, en fait. Ils ne savent pas comment les utiliser. Ils sont contents de les avoir, mais en fait, ça reste là, quoi. Ça va pas plus loin parce que ils n'ont pas l'habitude de travailler ces formes de cadeaux. Parce que c'était un cadeau, en plus, je leur offrais, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un épisode, en fait, que tu as fait, ou tu comptes en faire d'autres? Je compte en faire d'autres. Après, j'ai fait aussi 4 autres épisodes qui sont dans la même série, mais avec un visuel, parce que j'ai filmé aussi toute la tradition, mais avec un vrai travail sur la bande-son, parce que c'est des vieilles machines mécaniques, donc ça fait un boucan d'enfer. Donc j'essaie de le travailler un peu comme une musique. Donc j'ai déjà fait ça, et je pensais enregistrer d'autres contes, puisqu'il y a une mine d'or de contes en gallo. Mais il faudrait que je trouve un système un peu plus viable, de diffusion du moins, que ce soit relayé, que ça puisse perdurer et exister vraiment. Sylvain le sait, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais je pensais à ce que tu disais, s'il y a une difficulté, parce qu'on ne va pas se mentir, si j'ai bien lu le dernier numéro de Podcast Magazine, en tout cas les derniers échos, il y a eu un grand succès du podcast ces dernières années, depuis 2015-2016, avec l'apparition de nouveaux acteurs, de studios privés. Un grand succès médiatique. Tout le monde veut faire du podcast, tout le monde se lance dans le podcast. Beaucoup de gens quittent leur travail pour faire des podcasts. Et en même temps, le bassin d'auditeurs, j'ai l'impression, n'augmente plus. C'est-à-dire que les auditeurs de podcasts en écoutent de plus en plus, mais le bassin n'augmente plus. Pourquoi ? Parce que, comme ce que disait Philippe, il faut quand même s'abonner via une appli, une plateforme. Ce qui n'est pas un geste si évident pour tout le monde. Donc je pense que l'obstacle, il est là, et c'est pourquoi la distribution est fondamentale. Nous, Arte Radio, on fait entre 1/4 et 1/3 de notre audience sur YouTube. YouTube que tout le monde prend pour un site vidéo, mais qui est en fait un site d'audio, c'est-à-dire que par exemple les adolescents utilisent YouTube pour danser dans les booms, mais ils ne regardent pas la vidéo, ils s'en servent pour trouver de la musique. Mais YouTube, c'est aussi un moteur de recherche, c'est le 2e moteur de recherche après Google. Donc en fait, nous, en mettant des objets uniquement sonores, sans mettre de vidéo, c'est-à-dire ils sont diffusés par une vidéo, mais c'est une image fixe, on fait 1/3 d'audience. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait se servir de YouTube. Ma grand-mère sait se servir de YouTube. Tout le monde. Donc, l'une des possibilités quand on fait du podcast, et là, c'est de sortir du podcast. C'est de le mettre ailleurs. Et tous les futurologues, alors il y a 2 futurologues qui existent dans le monde, qui étaient des futurologues de radio avant, et qui maintenant sont des futurologues de podcast. James Creedland, pour ceux qui connaissent, et Matt Degan, qui sont des passionnés de radio, qui n'aiment pas YouTube. Les 2 sont unanimes et conseillent à tous les podcasteurs d'aller sur YouTube et de filmer, ou au moins d'avoir une présence sur YouTube, parce que c'est incontournable pour la partie référencement et la partie découvrabilité. Donc c'est une des solutions peut-être à apporter. Après, ça ne règle pas le problème du financement et
de l'argent à trouver. Là où le modèle RT Radio, tu peux peut-être l'expliquer rapidement comment ça fonctionne, mais pour vous, vous financez un peu les podcasteurs, mais c'est quand même pas simple. Ah non, si, nous on est un service public, on a un peu d'argent, donc on paye les gens plutôt correctement. Par contre, on gagne pas d'argent, on met pas de publicité et tout. L'autre intérêt de YouTube, et c'est très bon pour toi, c'est que non seulement tu touches tout le monde, c'est-à-dire que dans ton bassin, dans ton territoire, tout le monde sait se servir de YouTube, mais tu touches un public très vaste. Le public du podcast, il est grande ville, CSP+, Bac plus 5, le public hardcore, je veux dire des podcasts natifs. Sur YouTube, tu as tout le monde. Tu as un public beaucoup plus populaire, qui peut être très jeune ou très âgé. Encore une fois, tout le monde sait s'en servir. Donc c'est intéressant et ça peut te permettre de mettre une image. Et là, tu vas toucher des gens qui vont taper Gallo, ou qui vont taper Bretagne, ou qui vont taper Comte de Bretagne. Tu vois, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Des mots-clés comme ça pour activer les recherches, ouais. Mais enfin, moi, c'est fait, c'est déjà déposé sur YouTube, mais c'était plus dans le sens où, voilà, les gens du pays gallo, peut-être, n'ont pas encore ces habitudes-là d'utilisation. Même si YouTube, c'est même ma grand-mère, mais là, pas forcément. Est-ce qu'il y a dans cette démarche l'idée de conserver un patrimoine sonore, de conserver des sons, des timbres, des voix, des intonations? Oui, c'était mon projet. Avant qu'ils disparaissent, quoi. Oui, alors il existe déjà en Bretagne, il y a Dastum Media, par exemple. Eux, leur travail, c'est collecter, archiver toute cette culture bretonne. Donc ils le font, mais c'est brut. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est que je pense que le métier de podcasteur, c'est aussi ce travail un peu artisanal de travailler les sons, de les modeler, de profiter de cet espace sonore. Enfin, c'est un tout pour moi. Et c'est ce qui différencie avec Dastum Media, par exemple, qui est le collecteur de sons bretons. C'est que moi, j'y apporte un travail artisanal, je pense, et une vision aussi, un point de vue sur ces traditions bretonnes, que j'aimerais vraiment pouvoir conserver. Et voilà, par le biais du podcast, ça me semble super. Aujourd'hui, ce qui manque au podcast pour combler ce dont tu parles, c'est un podcast qui n'est pas une personnalité ou un YouTuber ou quelqu'un qui vient de nulle part et dont tout le monde parle et que tout le monde écoute parce que il y a quelque chose de magique qui est créé, comme ça s'est passé avec Serial aux États-Unis. Avant Serial aux États-Unis, ça a été, enfin, le podcast était pas. En plus, il y avait la radio qui était quand même très puissante. Ils avaient déjà un système de syndication de programmes qui est quelque part qui s'apparente beaucoup au podcast, la syndication de programmes, puisque Joe Rogan, vous en avez certainement entendu parler, cet Américain qui maintenant fait un podcast le plus écouté. Il était en syndication dans plusieurs radios parce que le pays est vaste. Après, il y a eu le satellite qui a permis de pouvoir avoir la radio. Donc en fait, le podcast avait été déjà. Mais Serial a fait connaître le mot podcast à l'ensemble des Américains. Et c'est ce qui manque aujourd'hui en France, c'est un podcast, une star de podcast qui va sortir, mais qui n'est pas déjà une star connue de la télévision, de la radio, et qui va arriver avec un nouveau format. Et Dieu sait que, il faut aussi dire que le podcast en France, enfin le nouvel mouvement podcast en France ne date pas d'il y a longtemps, et que l'industrie est naissante. Depuis combien d'années la SCAM, la SACEM, les tarifs de la SACEM pour un podcasteur aujourd'hui pour utiliser de la musique datent de l'année dernière. Et encore, je pense que les gens ne peuvent pas encore payer la SACEM parce qu'ils n'encaissent pas forcément tous les droits. Donc on est quand même dans un démarrage et on s'écoute beaucoup entre nous. Moi, alors, il y en a que j'aime pas les statistiques qui sont faites au Paris Podcast Festival, même si c'est intéressant, c'est bien, ou que nous on a pu faire au salon de la radio aussi. C'est des statistiques sur 1000 personnes, c'est des échantillons ridicules. Moi, j'estime en France qu'on a à peu près 10% de la population qui sait ce qu'est un podcast. 10% de la population, c'est pas beaucoup. Quand on va, moi j'habite en Corrèze, quand on va en Corrèze et qu'on sort et qu'on demande aux gens ou aux jeunes ce qu'est un podcast, ils n'ont aucune idée et ils ne savent même pas comment l'écouter. Donc il y a encore tout ce travail-là et je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça va arriver puisque l'industrie se positionne, donc on sait que c'est quelque chose qui va être durable, mais ça va mettre encore un peu de temps. Merci Philippe, est-ce qu'on écoute le podcast de Sarah ? Eh bien oui, on va aller écouter, alors on change d'univers pour aller écouter Frouch.
Qu'est-ce que tu t'es donné comme objectif en fait? Bah moi je me suis donné l'objectif de percer, mais après ça met du temps. Enfin tu vois, c'est une carrière, ça se construit pas en 2 secondes. Mais ça fait combien de temps, Sarah, que tu es dans le métier là? Ça fait 3 ans. 3 ans. Mais tu peux pas faire une carrière en 3 ans. Florence Foresti, elle a mis, elle a commencé à percer vers 40 ans. Enfin c'est pas arrivé tout de suite, tu vois. Je sais bien, mais tu vois, regarde Marie par exemple, ma grande sœur. Elle est arrivée combien de temps avant toi sur Paris? 2 ans avant moi. 2 ans. Regarde, elle a déjà trouvé un job, même un travail, elle a percé dans le journalisme, elle a eu sa maîtrise. Oui, mais c'est pas, enfin c'est un pari que je prends d'aller dans une voie artistique et tout ce qui me tient, c'est la passion et. Oui, mais Sarah, un pari qui va durer combien de temps? Bah, je sais pas. Moi, j'y crois. Je suis persuadée. C'est ça aussi qui m'anime et qui fait que je. C'est bien d'y croire, mais il faut se fixer des objectifs et des deadlines aussi. En se disant, bon, bah voilà, là, il faut que ça marche, parce que ça peut pas non plus durer 10 ans. Bah pourquoi pas? Bah oui, mais tu vas faire comment pour vivre? Bah là, je suis prof. T'es prof au cours Florent, oui. Et ça te permet de vivre et de subvenir à tes besoins? Bah c'est difficile. Et heureusement que vous m'aidez un peu, quoi. Oui, mais tu vois, oui. En même temps, c'est super bien que tu fasses ça. Tu tentes ça, mais pendant 10 ans, au bout d'un moment, tu as la réalité économique qui est là. C'est sûr. Tu vois, et c'est pour ça que c'est important que tu te donnes un objectif pour voir jusqu'où tu te dis, à partir de quand, bon, ben, je décroche et je fais du... Je passe sur... ce pourquoi tu es faite. Mais moi, je suis faite pour jouer, justement, pour créer, etc. Il n'y a pas d'autre truc... Mais tu penses pas que si tu étais vraiment faite pour jouer, t'aurais déjà percé? T'as quel âge? T'as 29 ans dans quelques jours, 10 jours. Oui, mais... Je trouve quand même... Elle a 29 ans, c'est vrai, mais je trouve que vous êtes dur. Lui dire que vous allez lui couper les ponts comme ça, c'est un peu raide, c'est un peu dur, ça me touche. Alors, on va expliquer, Sarah, cet extrait. Donc, j'ai découvert, moi, Frouch, je pense au 2e ou 3e épisode. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais entendu auparavant. On se demandait si c'était sa vie, si c'était de la fiction. Et donc, je pense, c'était le premier numéro du pod à l'époque, puisque le petit magazine que vous avez là, c'est l'ancêtre du podcast magazine, en 2019. Et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, il faut que tu m'expliques ce qui se passe, ce que c'est cet ovni de podcast. Et j'ai compris qu'en fait, c'était sa vie, mais avec une partie de fiction. Donc ce que vous entendez là, tu vas peut-être nous expliquer qui sont ces gens qui sont avec toi. C'est ma famille, donc c'est ma belle-mère qui est la plus horrible. Et c'est souvent le cas. C'est ma belle-mère, c'est mon père, et il y a ma petite sœur aussi, et ma grand-mère à la fin. Et c'était au tout début de Frouch, quand je le faisais toute seule, et je leur ai demandé, évidemment qu'ils savaient pas ce que c'était qu'un podcast, encore moins à l'époque. Et ils venaient dans la maison de campagne de ma grand-mère et je leur ai dit, est-ce que ça vous dirait de faire un enregistrement? Je me lance dans un petit truc qui s'appelle le podcast. Et donc il fallait faire de l'impro, puisque le principe de Frouch, c'est d'écrire une trame avec en détaillant le plus possible toutes les actions qui vont se passer dans la scène qu'on va enregistrer, et en détaillant également tous les personnages. Donc ça partait d'eux. Ma grand-mère, je lui disais d'être pareil, mais de me comparer à ma sœur. En fait, c'est une fiction où les gens sont cruels avec moi aussi. C'est ce qui fait aussi le charme, j'allais dire le malaise, mais aussi le charme. Et ça a été un exercice génial parce que ce ne sont pas des comédiens, mais de jouer avec mes proches, de faire de l'improvisation. Enfin, et puis même là, à la fin, je ne sais pas si on l'entend dans cet extrait, mais ma grand-mère dit c'est trop difficile pour moi, c'est trop difficile. Et en fait, je l'ai mis dans le montage, mais elle disait c'est trop difficile d'être aussi dur avec toi parce qu'on a fait plusieurs prises. Et je disais mais allez-y à fond, dites-moi tout ce que vous pensez sur ma carrière de comédienne, parce que c'est sûr quand on est comédien, la famille c'est très difficile pour eux.
Donc mon père, quand il dit on va pas te financer toute notre vie, il y a un peu de vrai. Donc je me suis pris des vérités en pleine tronche, mais voilà, j'ai juste élevé les curseurs et c'était vraiment jouissif de jouer avec mes proches et ensuite de monter tout ça, quoi. Alors on continue quand même parce que tous les épisodes sont comme ça. C'est-à-dire que tu parles des cours Florent, c'est vrai. La vie amoureuse, les rencontres que tu fais, en fait, il y a toujours un peu de vrai, et c'est ça qui est assez magique dans Frouch, c'est que tu navigues entre ces deux mondes. Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi justement parce que c'est de la fiction, mais il y a quand même pas mal de vrai dedans, c'est 50-50. Je sais jamais comment quantifier, mais ça parle de moi et de ma timidité, de mon hypersensibilité, et c'était plus comment dirais-je, c'était vraiment un exutoire parce que j'ai tellement été timide et je me suis toujours sentie extrêmement différente des gens, mais genre à côté de la plaque, pas genre différente, je suis différente d'eux, vraiment à côté de la plaque, que au moins c'était une sorte de truc où je justifiais mon mal-être, et je me disais, si moi ça me touche, peut-être que ça aidera d'autres personnes, parce que c'est vraiment une anti-héroïne. Enfin, ce personnage que j'ai créé, c'est l'anti-héroïne au possible. Et non, ça me faisait plus du bien de raconter ma vie, et je dirais qu'il y a 30% de vérité, parce que tu parles des rencontres amoureuses, mais tu ne le sais pas. Si c'est vrai. Et c'est ça qui est affreux, c'est qu'on ne sait pas en fait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais non. Et c'est ça aussi qui fait le charme de Frouch. Oui, bien sûr. Mais donc Frouch saison 1. Tu démarres avec tes AirPods que tu mets sur un verre pour enregistrer, c'est-à-dire que tu n'as pas de matériel, tu n'as rien, mais tu te lances quand même dans l'enregistrement. Ouais. Et puis ensuite, tu reçois un prix assez rapidement, tu continues saison 2, et là, il se passe des choses quand même, puisque après la saison 1, tu as une proposition avec Spotify. Oui, c'est ça. Le prix de la SACD, je l'ai eu quand j'avais déjà signé, c'est pas un beau terme, mais quand j'avais déjà fait la saison 2 avec Paradiso et Spotify. Et voilà, là, je me suis perdue dans ce que j'ai dit dans ta question. Comment est-ce qu'on passe en fait entre d'un podcast que tu crées avec les moyens du bord à d'un seul coup un Spotify et un Paradiso qui vient te voir? Alors Paradiso, boîte de production spécialisée dans les podcasts, ce qui veut dire contrat, qui veut dire peut-être moins de liberté, peut-être... Déjà, moi, mon rêve, c'était vraiment, enfin, j'en ai un autre, mais j'en parlerai plus tard, mais mon rêve, c'était vraiment d'être en exclusivité sur Spotify. Donc, c'était, je priais pour ça parce que j'écoutais Spotify, et pour moi, il y avait une sorte de prestige. Et donc, je l'ai prié très fort. Et ensuite, quand on est passé avec Paradiso, je leur ai dit que c'était vraiment ultra important que je garde cette patte de quelque chose de très avec plein d'imperfections, très artisanales, parce que si on allait perdre ça, si on allait utiliser des banques sonores ou des choses comme ça, ou enregistrer en studio, on allait perdre la fameuse promesse du micro caché dans le sac. Et donc là où ils m'ont laissé beaucoup de liberté, et ils m'ont beaucoup apporté aussi, je parle de Paradiso notamment, dans la manière d'écrire, parce que moi, saison 1, je faisais des choses très instinctives. Je rencontrais quelqu'un que j'aimais bien, je lui disais, viens, cet après-midi on tourne quelque chose, et puis j'arriverais bien à en faire quelque chose dans la narration de Frouch. Donc ils m'ont beaucoup structuré, ils m'ont appris une de mes nouvelles méthodes de travail, mais sinon dans la réalisation, j'ai continué à énormément travailler, puisque j'ai toujours fait le montage qui est... Alors c'est ça, parce qu'en général, quand tu vas dans une boîte de production, ils s'occupent du montage, ils s'occupent un peu de tout, et puis toi tu finis par perdre un peu ton projet. Ouais. Est-ce que justement tu as pas senti cette perte de projet, et c'était peut-être les conditions que tu as imposées, ce que peut-être pas tout le monde fait quand on rentre dans des boîtes de production comme celle-là. Donc toi tu as voulu garder, et donc c'est toi qui fais le montage, c'est toi qui fais... Ah tout. Oui, mais dès le début, c'était la productrice qui m'a dit tu verras avec le monteur, tu lui dis ce que tu veux, et pour moi c'était impossible de lâcher, et je savais que ça allait continuer d'être un travail colossal, parce que pour créer cette notion de réel, où j'essaie de faire de laisser penser aux auditeuristes qu'il n'y a pas de coupe, jamais. Donc quand on coupe une phrase ou une syllabe, faut retrouver autre part, mais la tonalité est pas forcément la même. Enfin, c'est vraiment un travail de minutie extrême.
Et c'est à moi, quoi. Frouch, c'est mes entrailles, donc je fais énormément. Il y a toute une équipe, évidemment. Il y a des gens qui s'occupent du mixage, tout ça. Enfin, c'est une équipe de 15 personnes quand même, mais c'est énormément de boulot que je n'ai pas voulu lâcher. Et donc, ils ont été OK avec ça, bien sûr. Ouais. Saison 3, il y a eu des events, il y a eu même à l'intérieur des épisodes où tu étais sur scène. Ouais. Il y a eu plein de choses qui sont passées. Donc là, on en est où maintenant ? Dernière fois qu'on en a parlé, c'était compliqué. Peut-être que tu allais retourner indépendante parce que tu sentais un peu que tu perdais le projet. Finalement, il va peut-être y avoir une saison 4. Donc, tu en es où et comment ça se passe maintenant concrètement pour quelqu'un qui a démarré il y a 4 ans tout seul et qui là a un podcast avec une véritable audience, on peut le dire, et des fans. Oui, je n'ai pas. J'ai l'impression que les chiffres, c'est quand même quelque chose d'assez brumeux, donc je ne pourrais pas quantifier les écoutes de Frouch. Mais en tout cas, ce projet m'a apporté énormément. Et puisque ensuite, voilà, il y a des productions qui sont venues me voir pour me dire, on aimerait que tu t'écrives des séries pour nous, puis d'autres boîtes de production. Et puis ensuite, il y a Larousse qui m'a dit, est-ce que tu voudrais soit faire une adaptation de Frouch en livre, soit faire une carte blanche. Donc je dis, on part en carte blanche, on fait un roman. Enfin, ça m'a apporté de fou. Et donc ça, c'est le livre dont tu as parlé, qui est en fait issu de Frouch quelque part, mais qui ne s'appelle pas Frouch. C'est pas issu de Frouch, c'est Frouch qui m'a fait connaître aux éditions Larousse, oui. Mais ça n'a rien à voir avec... Et l'intérieur n'a rien à voir avec le personnage. C'est aussi une anti-héroïne, évidemment, qui galère, parce que j'adore ça. Mais voilà, et sinon Frouch saison 4, en fait, j'ai envie de continuer, quoi. Donc, mais bon, il y a toujours des négociations, savoir si Spotify a envie de recommencer, tout ça. C'est long. Oui, c'est long, c'est très long, et pour autant, je commence à avoir des opportunités, et pour autant, je me dis pas, le podcast c'était une petite marche, un tremplin, j'ai vraiment plein de fiction dans les tiroirs, et je me dis, mais en fait, là en ce moment, je suis en train de me dire, je vais pas attendre d'avoir une nouvelle boîte de prod, je vais le faire toute seule, et puis, enfin, voilà, pour moi, le podcast, j'ai un lien d'amour immense, parce que je trouve que ça révolutionne tout, les documentaires, la fiction, et voilà, j'adore ça. Alors entre Frouch aussi, tu animes une communauté quand même assez importante sur Instagram, tu es présente quand même toujours régulièrement, parce qu'il ne faut pas les abandonner, les auditeurs, quelque part. Ouais. Et donc ton deuxième rêve, c'était quoi ? Non, mon deuxième rêve qui est une réalité, mais bon, je ne sais pas s'il faut le dire, mais mon deuxième rêve, c'est de faire un podcast avec Arte Radio. Et voilà. Alors je n'étais pas au courant. Honnêtement, Sylvain, je te jure que je n'étais pas au courant. Voilà, c'est lancé, c'est balancé. C'est facile. Bon, au moins, voilà. C'est dit, c'est balancé. Non mais promis, j'étais pas au courant. C'était pas du tout. Oui, c'était pas une manigance. Non, pas du tout. Merci. Est-ce que Merci. Non, pas de questions, Vincent ? Merci. On écoute les productions de Melaine, peut-être. Allez, Melaine, l'actu des oubliés. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés. 20 minutes, 2 fois par mois, focus sur une région du monde pour s'intéresser aux dynamiques sociales, aux luttes pour la Terre et aux soulèvements populaires qui animent notre planète. Chaque épisode est également écoutable sur l'audioblog L'actu des oubliés. Et oui, la chute est... Melaine, l'actu des oubliés, quand j'ai écouté le podcast et qu'on en a parlé, on a fait une room sur Clubhouse, vous savez, ce vieux réseau social qui date d'il y a 2 ans, qui est déjà assez oublié. L'actu des oubliés, on en a parlé,
tu m'as dit, je traite de sujets dont on ne parle pas ailleurs. Est-ce que justement le podcast permet de traiter de ces sujets qui ne sont pas forcément traités dans les grands médias ? L'envie de départ, c'était vraiment de parler, ça s'appelle l'actu des oubliés, parce que l'envie, c'est de parler des oubliés. Des gens dont on parle pas dans les grands médias et qui sont du coup, moi, ma source principale d'information, ça va être des médias alternatifs, des médias notamment à l'international. Et du coup, alors moi je suis diffusé aussi sur des radios associatives, ça rejoint un peu ce que disait Sylvain, c'est que je trouve qu'il y a cet endroit qui peut être de niche ou de local, ou justement de plus élargir sur des sujets précis mais à l'international, qu'on n'a pas dans les grands médias, qu'on n'a pas dans les grandes radios. Et effectivement, alors le podcast est peut-être pas le seul à permettre ça, mais en tout cas c'est une richesse, je pense, du podcast, dans le sens où c'est quelque chose qui a très peu de contraintes et qui peut s'adresser à tout le monde. Je me rends pas du tout compte de l'impact que l'actu des oubliés a dans les radios locales, associatives. Je bosse avec une trentaine de radios asso en France. Ouais, c'est comme ça en fait que parce que on en est à la saison 4 3 là. 3, saison 3. Donc ça veut dire qu'au début, quand tu as démarré, tu faisais ça simplement comme ça. Après, les radios se sont intéressées à toi. C'est toi qui allais voir les radios, parce que il faut le dire quand même, hein, le podcast, c'est aussi pour les stations de radio un potentiel de compétences nouveaux qu'ils ne pouvaient pas imaginer, parce que une radio associative, avoir des bénévoles, c'est compliqué. Là, il y a énormément de podcasteurs qui font des contenus audio et qui peuvent être diffusés dans les radios. C'est ce que tu fais. C'est comme ça aussi que tu arrives à, pas financer, mais à toucher un peu des droits d'auteur. On parlait des droits d'auteur tout à l'heure. Donc, tu peux peut-être nous expliquer un peu comment tu as réussi à développer et déployer un peu ce podcast avec une thématique quand même. Et ce qui est bien dans ton podcast, c'est que il n'y a pas de prise de parti, c'est vraiment factuel et il y a des choses qu'on apprend qui sont vraiment surprenantes et qu'on n'entend pas ailleurs. Donc je vous invite vraiment à aller télécharger et vous abonner à l'actu des oubliés et à le propager, bien entendu. Et si vous êtes une radio, à reprendre si vous avez. Mais comment tu as eu l'idée de partir vers les radios et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui ? Moi, je travaille dans le sonore depuis 2017, on va dire. J'ai un peu bifurqué du média militant écrit au sonore, et j'ai commencé par diffuser dans un média qui s'appelle Jeff Clack, qui est plutôt écrit à la base et qui maintenant de plus en plus met des podcasts. Et ça, c'était 2017, c'était un grand reportage sur le mouvement indépendantiste catalan. Et après j'ai fait des petites choses, mais plus je suis aussi comédien dans la vie, et du coup j'ai fait pas mal de trucs en sonore, mais pour accompagner du spectacle, etc. Et mon deuxième reportage, c'était au Chili pour la Révolution en 2019, et donc je suis revenu avec un reportage de 6 épisodes de 30 minutes, et je me suis dit ok, j'ai envie de le diffuser plus largement que celui d'avant, qui avait été vraiment je pense écouté par pas grand monde, sur Jeff Clack, qui est un média un peu connu dans les réseaux militants, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et du coup, j'ai commencé à l'envoyer à plein de radios, aux radios campus, à des radios militantes. La première fois, ça a été diffusé dans une toute petite radio ponctuelle pendant le confinement, dans une radio de Drôme, qui n'existe plus maintenant, qui a vraiment duré un an, quoi. Et à partir de là, en fait, je suis tombé sur un type génial qui est de Radio Campus Toulouse et qui m'a dit, mais en fait, inscris-toi à la SCAM, contacte telle personne dans les radios asso, etc. Trouve des réseaux, tac. Et en faisant ça, j'ai été pas mal diffusé sur la radio avec ce projet-là, avec Chile Desperto. Et de là, je me suis dit, en fait, je vais aussi le mettre sur Internet parce que ça va être écouté à plus grande échelle. Et du coup, un peu ce travail-là aussi de rester à l'écoute des luttes, etc. Je me suis dit, en fait, il faut faire un truc régulier pour aller chercher les luttes, pour aller chercher des infos, etc. Et donc quand j'ai commencé l'actu des oubliés, ça faisait 10 minutes, il y avait à chaque fois, je parlais de 3 sujets différents, c'était des petits trucs, des petites chroniques très courtes, et j'ai commencé à le mettre sur Internet d'abord, et au bout d'un moment je me suis dit, allez, là ça commence à être prêt, je le balance en radio, au bout de 4-5 épisodes, quoi. Et donc il y a des radios qui ont accroché. Donc après, pour expliquer pour ceux qui veulent se lancer ou faire du podcast, donc ça veut dire s'inscrire à la SCAM. Alors il y a
plein de différentes structures. Hein. C'est pas très très simple. Il y a la SACD, il y a la SCAM. Donc là, la SCAM, c'est la Société civile des auteurs multimédia, et donc qui gère les droits d'auteur. Donc ça veut dire que tu t'inscris et ensuite tu touches quoi, quand? Parce que ça met du temps, ça. C'est pareil, quand on est podcasteur, les droits d'auteur, ils n'arrivent pas tout de suite. Hein, parce qu'il faut que les radios associatives fassent une déclaration, que cette déclaration, ils disent combien de minutes ils t'ont diffusé, s'il y a eu des rediffusions, c'est galère. Là, ça fait plus de 2 ans du coup que j'ai commencé, même ça fait bientôt 3 ans avec Thierry Desperto que je me suis mis aux droits d'auteur. Je commence à comprendre comment ça fonctionne et à leur faire des déclarations propres et à pas me prendre la tête pendant des semaines au téléphone et dire mais comment ça marche. Et du coup non, ça commence à être clair en fait. Alors s'inscrire c'est assez simple, parce que c'est des gens super et du coup ils sont hyper à l'écoute, donc dès qu'il y a un souci, il y a pas de, enfin voilà, c'est assez facile de rentrer en lien avec elles et eux. Mais le problème c'est vraiment les déclarations où il y a un logiciel qui enfin, en fait il faut déclarer chaque passage en radio, la date, l'heure, la radio, etc., etc. Et on touche les droits d'auteur souvent 1 an et demi après. Enfin, si je vais pour les diffusions de 2022, là par exemple, là je suis en train d'envoyer des attestations pré-remplies aux radios qui les signent, je renvoie à la SCAM, je fais mes déclarations sur le site de la SCAM en même temps, et je vais toucher les droits d'auteur pour 2022 en octobre 2023. Donc ça prend longtemps, c'est pas du tout un truc qui fait qu'on a un salaire régulier. Et puis on va pas parler du montant que tu touches, puisque mais c'est vrai que quand c'est diffusé dans beaucoup de radios et dans des radios importantes et qu'il y a des rediffusions, c'est un peu comme la musique et la SACEM. Quand on est connu et qu'on est diffusé souvent, ça peut vite aller vite. Oui, c'est ça, c'est intéressant à partir du moment où déjà on fait ça comme soi-même. C'est un peu le côté relou quoi, on est obligé d'aller envoyer des mails à des radios, de faire les démarches, etc., de faire ses feuilles de déclaration soi-même, etc. Mais par contre, si on commence à avoir plusieurs projets, des trucs assez longs, diffusés dans pas mal de radios, on touche quand même des sous. Donc aujourd'hui, entre 15 et 30 radios te diffusent selon les périodes, c'est ça c'est toujours le même nombre de radios. Je pense que je dois être à 35, peut-être 40 en comptant les web radios et tout ça, mais il y a à peu près 25 qui cotisent à la SCAM, quoi. Est-ce que tu as autre chose? L'idée de partir sur ce podcast, au tout début, c'était quoi? C'était vraiment ça fait pas mal de temps que je bosse sur les luttes à travers le monde. Et du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir envie de parler. Alors, il y a 2 choses. Il y a vraiment l'idée de parler des luttes et de dire, voilà, là, il se passe ça, là, il se passe ça, là, il se passe ça, en résonance avec l'actualité française aussi. Par exemple, j'ai pas mal bossé sur ce que fait Total en Ouganda. J'ai écouté celui-là, il est très, très intéressant parce que c'est des choses, enfin, jamais on en parle de ce genre de choses. Ouais, sur les entreprises françaises, je me fais plaisir un peu parce qu'il y a énormément de choses atroces qui sont faites par les entreprises françaises et nous, on ne le sait pas ici. Du coup, ça, j'en parle pas mal. Voilà, un peu de cette idée de dénoncer et de pourquoi pas entraîner des gens à lutter ici, pour des gens qui sont ailleurs dans le monde et qui n'ont pas les possibilités d'avoir de l'audience ou des choses comme ça, même s'il y a des assos françaises aussi qui font ce taf-là. Et la deuxième chose, c'est aussi de nourrir la dynamique de lutte à l'échelle mondiale, où là, on est clairement, enfin, je pense que tout le monde le sait, on est dans un moment charnière pour les luttes où il y a c'est de plus en plus dur de lutter par rapport aux risques, que ce soit physique ou judiciaire, partout dans le monde, alors qu'on est à l'heure où justement il faudrait qu'on soit à un déclenchement démocratique, à un déclenchement écologique, à un déclenchement féministe, etc. Et en fait, il y a de plus en plus de monde qui se font tuer ou mettre en prison en luttant, y compris ici en France. Et du coup, c'est aussi de chercher à comment on va aller chercher des outils ailleurs. Qu'est-ce qui a marché ailleurs? Par exemple, en Inde, il y a un mouvement de paysans et paysannes qui a duré 1 an et demi. Ils ont bloqué à plusieurs centaines de milliers de personnes tout le tour de la capitale, en montant des espèces de ZAD de 10 km de long sur les autoroutes. Et là-dedans, il y avait des salles de sport, des hôpitaux, des écoles pour les enfants, etc. Et les paysans-paysannes faisaient des allers-retours de leur champ au blocage. Ils allaient faire les récoltes, ils ramenaient à bouffer, etc. C'était hyper organisé. Et ça marchait, quoi. Ils ont mis 1 an et demi, mais ils ont réussi à faire tomber les lois néolibérales qui allaient en gros transformer la paysannerie définitivement comme celle qu'on connaît ici et qui est complètement mécanisée et pesticidée.
Et du coup, c'est un peu l'idée de dire, ok, au Soudan, il y a eu des comités locaux, ça a hyper marché pour développer la lutte contre la dictature. Tac, ça pourquoi, comment ça marche, etc. De ce côté-là, ils ont fait des grandes marches de plusieurs jours et petit à petit, les marches gonflent pour arriver jusqu'à la capitale. C'est à chaque fois des idées qui sont, selon le contexte ou pas, peut-être reproductibles ici. Mais en tout cas, c'est pour aussi un peu apporter des enseignements qui peuvent être utiles. En gros, comment aujourd'hui, en 2022, faire un mouvement social qui peut marcher et battre les gouvernements, quoi. En tout cas, moi je trouve félicitations parce que c'est informatif, c'est factuel, c'est militant, mais honnêtement, moi, voilà, je ne l'ai pas ressenti. Et donc, c'est vraiment un podcast à écouter. Le podcast libère de prison. Peut-être que le podcast pourra changer le monde. Qui sait ? On l'espère. En transition pour changer le monde, on va partir maintenant en Belgique avec Stéphanie qui est avec nous. Puisque le podcast libère, le podcast change le monde et le podcast peut aussi aider à d'autres choses et notamment à se former. Tu le disais tout à l'heure en introduction. On va peut-être écouter l'extrait, donc les deux extraits, le premier et le deuxième, et on te retrouve juste après pour commenter. UC Louvain. Chant, théâtre, cinéma, doublage, journalisme, animation radio, présentation, narration, publicité, enseignement, interprétation et tout métier impliquant de s'adresser à un public régulièrement. Autant d'occasions où la voix est utilisée comme un véritable outil de travail et où elle peut se fatiguer rapidement aussi si elle est mal utilisée. Avec un peu d'entraînement et quelques précautions, comme on le fait pour le corps en sport, on peut permettre à la voix d'être claire, forte et endurante pour qu'elle puisse tenir la longueur sans se blesser. Dans ce podcast, je vais aborder la préparation au travail de la voix dans le cadre d'un enregistrement ou d'une prestation radio. Bien sûr, les conseils partagés seront aussi valables pour tout autre type de prestation vocale. Ici la voix. Sans même vous en apercevoir, vous les entendez très souvent. Comment trouver sa voix ? Faut pas confondre tonus et précipitation. Vous êtes capable de faire n'importe quelle voix ? J'essaie de descendre un petit peu plus dans les graves, de vraiment poser ma voix. Ces reportages où la voix off parle comme ça. C'est tout pour le moment. Médiatique, un podcast de l'école de communication. Les journalistes peuvent-ils s'engager politiquement ou socialement ? Bien souvent, cette question est une véritable fabrique à fantasmes. Tantôt, on reproche aux journalistes d'être inféodés aux politiques ou à d'autres pouvoirs. Tantôt, on leur dénie le droit d'exprimer leurs opinions au nom d'un prétendu devoir d'objectivité. C'est souvent oublié qu'en démocratie, les journalistes sont censés exercer un contrôle des pouvoirs institués, que sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Ils sont les chiens de garde de la démocratie, et non les valets des pouvoirs. Mais c'est aussi ignorer que la liberté de la presse se fonde dans la liberté d'expression des opinions. Il est donc normal qu'une forme d'engagement journalistique, social et politique se développe dans une perspective démocratique, pour autant évidemment que cela se fasse de manière transparente pour le public. Stéphanie, deux extraits. Est-ce que tu peux nous commenter le premier et puis le deuxième qui sont... Alors, il y a eu une belle transition, donc on a l'impression que c'est qu'un morceau, mais c'est bien deux extraits différents. Oui. Donc, il y a effectivement deux extraits différents qui ne montrent qu'un micro-échantillon du panel de possibilités qu'on déploie au travers de cette série. Qui se veut quand même très créative et qui va chercher dans pas mal de choses. Mais ces deux petits extraits me permettent déjà de vous expliquer des choses très importantes sur ce projet. Tout d'abord qu'il s'agit effectivement d'une série, comme on l'a entendu, qu'on a nommée Médiatique. Alors pourquoi ? Puisque c'est une école de communication qui forme des gens en communication, tout master confondu, en journalisme également. Donc médiatique, le nom a déjà du sens, et média avec TIC en majuscule, puisque technologie de l'information et de la communication, ce qui est assez évident du coup pour le podcast. Le podcast qui est, comme on l'a déjà
dit et répété au travers de cette table ronde qui est quand même assez en vogue, qui est amenée à être de plus en plus répandue auprès des entreprises, auprès des médias, les radios, les télés qui veulent aussi leur propre podcast, et puis de plus en plus d'initiatives aussi isolées. Donc ça a tout à fait du sens pour une école de communication de former ses étudiants au podcast, et c'est ce qui est visé au travers de ce projet. Et ça a aussi du sens de former les professeurs, puisqu'ici, le but est d'en faire des supports pédagogiques. Donc on a l'habitude des notes de cours, du syllabus, on a tous déjà suivi des cours et on a tous déjà vu un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Ici, on leur apporte un support différent, donc un support audio qui va être de la matière de cours, mais pas que. Ça peut être de la matière de cours à proprement parler, donc vraiment du contenu à proprement parler. Ça peut aussi être l'occasion d'un approfondissement dans le cadre du cours, un complément. En fait, ça peut être plein de choses et ce positionnement, il va être décidé par chaque professeur individuellement. Donc ces extraits ici, le premier, il me permet déjà de vous montrer, en tout cas de vous faire entendre, puisqu'on doit quand même se mettre toujours dans le vocabulaire audio quand il s'agit de podcast, donc vous faire entendre en tout cas le début d'un podcast type dans cette série. On commence toujours par une petite mise en contexte, d'expliquer où on est, pourquoi, comment. Et puis, on a choisi un habillage qui est le même pour toute la série, en termes de musique en tout cas. Une musique qu'on a choisie libre de droit, puisqu'on ne savait pas très bien au départ ce qu'il adviendrait de nos podcasts, s'ils allaient être en diffusion publique à un moment ou pas. Et donc, cette musique, elle a été déclinée dans un habillage assez radiophonique avec un générique de fin, de début, de fin, des petites virgules aussi qu'on peut utiliser ça et là dans le contenu. Et le générique de début a toujours la même musique, mais il a aussi des particularités. Donc ça, c'est ma petite coquetterie, on va dire, au travers du projet. C'est que j'ai décidé de l'adapter à chaque cours. Donc chaque cours a son propre générique, toujours avec cette même musique d'habillage que je voulais très punchy parce que j'avais envie que directement elle attire l'attention des étudiants qui allaient être amenés à l'écouter. Et les extraits du coup sont toujours directement liés au sujet dont les podcasts du cours, ce à quoi ils vont faire référence. Donc ici, en l'occurrence, le premier extrait qu'on a entendu, c'est un podcast que j'ai fait sur le travail de la voix. Parce qu'au travers de ce projet, il s'est avéré aussi qu'il n'y avait pas vraiment de cours sur la voix en tant que telle. Dans une école de communication, ça a quand même du sens. Et donc, j'ai proposé un petit peu cette plus-value. Et comme les séances que j'ai avec les étudiants, elles sont assez courtes et assez rares, finalement, le président de l'école de communication m'a dit « Mais tiens, t'en ferais pas un podcast ?» Et donc j'ai essayé de décliner un certain nombre de connaissances sur le sujet dans un épisode de podcast qui évidemment ne se suffit pas à lui-même puisque le travail sur la voix, par définition, est un travail pratique qui ne peut pas s'acquérir juste au terme d'un épisode de 25 minutes qu'on va écouter. Mais ça leur donne déjà pas mal de directives et ça part d'un angle assez large au départ. Donc j'aborde même les boissons, les aliments, etc. À éviter par exemple avant de parler dans un micro. Et puis on va dire que c'est une conception un peu en entonnoir où je pars du plus large pour aller vers le plus précis. Et à la fin, on en arrive aux directives pour un enregistrement par exemple de podcast ou une prestation en radio. Donc quand il s'agit de parler dans un micro. Donc ça, c'est le premier extrait. Le deuxième extrait, donc c'est un professeur de journalisme qui s'appelle Benoît Grevis et qui a déjà toute une carrière à travers les médias, le journalisme, qui est professeur en journalisme depuis un très long moment. Et donc, évidemment, il aborde avec les étudiants la position du journaliste dans une démocratie, avant tout, dans un pays, dans son métier, à travers tout ce qu'il va être amené à confronter dans sa profession. Et les podcasts qu'on a fait avec lui, je suis quand même, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir vous en faire écouter plus, parce qu'on s'est vraiment, vraiment amusé pour le coup. Déjà pour les enregistrements, on a passé beaucoup de temps à avoir des fous rires, on sait être extrêmement sérieux, et puis c'est aussi les moments où on peut un peu se détendre et s'amuser de ce qu'on fait, parce qu'on s'amuse vraiment avec ce qu'on fait. Et alors, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi
à illustrer ces podcasts où il m'a donné toute marge de manœuvre, puisque je me suis amusée à mettre des musiques, des extraits médiatiques, des extraits de films, de documentaires, etc. La particularité d'être dans le cadre pédagogique, donc pas en diffusion tout public, c'est qu'on peut vraiment utiliser toutes sortes d'extraits médiatiques sans droit d'auteur, et c'est pas juste pour dire ah super, on ne va pas vous payer, mais c'est surtout quelle opportunité extraordinaire de faire découvrir à nos étudiants tout le panel de possibilités des médias, donc le cinéma, la radio, la musique, le théâtre, les documentaires. Vraiment, j'essaye d'illustrer ça de manière à ce que ce soit riche pour eux, et puis aussi de leur faire découvrir ce monde sonore qui est un monde à part entière et de les sensibiliser du coup à développer un nouveau sens. Là, j'ai beaucoup parlé, Philippe. Mais non, mais tu es là pour parler, donc tu peux continuer si tu le désires, mais on a surtout plein de questions à te poser. Je suppose qu'après, le public, on vous donnera la parole si vous voulez poser des questions une fois qu'on aura fait le tour de tout le monde. Donc c'est un projet qui a démarré il y a déjà quand même quasiment 2 ans, qui se termine, un projet pilote, donc qui se termine en février 2022, donc quasiment maintenant. Même 2023, sinon ce serait déjà terminé, mais... 2023, exact, oui. Quelles sont les problématiques que tu as rencontrées? Parce que bon, on entend, c'est chouette, mais ça ne va pas quand même être simple. Et puis deuxième question, est-ce que vous avez pris en compte, je sais qu'aujourd'hui il existe des plateformes, il y a une plateforme qui s'appelle Toutac, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était d'abord une plateforme de promotion de podcasts, comme l'était aussi Magellan, et puis après souvent ils changent de crèmerie parce que c'est pas forcément des modèles très viables. Et Toutac maintenant est parti dans de la formation par le biais du podcast, avec des acquis. Ils ont une application et on écoute le podcast et ensuite il y a des questions, on répond aux questions et tac, on valide et on va au prochain podcast. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé? Donc ça c'est ma deuxième question. Mais la première, tu t'en rappelles plus déjà. Donc la première, c'était les difficultés éventuelles. J'ai retenu. Alors, donc effectivement, c'est un projet pilote. C'est important de le dire puisque pour l'instant, le podcast comme support de cours, c'est rare, voire inexistant. C'est une idée de l'école de communication. Donc il y avait vraiment une volonté à l'école de communication de notre université, puisqu'elle est déclinée en un certain nombre de facultés et d'écoles, de développer d'un côté vraiment cette spécialité pédagogique, mais aussi une expertise vraiment du podcast. Donc pour toutes les raisons déjà évoquées, le fait que ça a totalement du sens dans les métiers que nos étudiants sont amenés à exercer plus tard. Mais l'idée, c'est que ce projet ait du succès et on espère qu'il va s'élargir aussi à l'échelle de l'université, voire au-delà, puisqu'il y a déjà pas mal d'universités et d'autres centres de formation qui sont intéressés. Donc les difficultés, il y en a eu sur différents plans. Donc moi, j'ai été engagée expressément pour mettre ce projet en place sur base de mon parcours en radio, en communication, etc. Et dans le cadre pédagogique, avec des professeurs qui, certes, dispensent des cours en communication et en journalisme, mais qui ne sont pas forcément des praticiens pour autant, et encore moins des praticiens de l'audio pour certains. Donc, déjà, ça, c'était une difficulté en soi, parce que c'était présenter un type de média avec lequel les uns et les autres ne sont pas forcément... qui ne connaissent pas forcément de près. Le travail de la voix aussi, le travail de l'audio est un travail à part entière. Oui, c'est une écriture spéciale. Voilà. J'en discutais avec le Parlement européen qui a lancé sa web radio. Ils ont des linguistes, ils ont fait des formations de voix et surtout une écriture pour vulgariser, pour simplifier le message de ces dossiers parlementaires qui sont incompréhensibles pour en faire un objet audio écoutable. Et donc il y a une simplification à faire de ces cours qui n'existent pas en plus. C'est ça. Donc, je ne parlerai pas tellement de difficultés, mais en tout cas, les plans sur lesquels je me suis rendu compte au fur et à mesure, je vois qu'il y a quelque chose à travailler. On va plutôt voir ça comme des perspectives de travail. Et c'est vrai, il y avait déjà ce niveau de l'écriture, mais déjà bien avant ça, il y avait la disponibilité des professeurs d'université qui sont d'une part professeurs, pédagogues, qui ont leurs cours à gérer,
ce qui est souvent déjà une grosse charge de travail avec un certain nombre d'étudiants. Et puis il y a aussi le fait que souvent ils ont des recherches à côté, donc ils ne sont pas seulement professeurs, ils sont aussi chercheurs. Donc déjà la disponibilité, ça a déjà été un travail en soi. Il y a des gens qui ont dû se désister faute de disponibilité et ça a quand même mis du temps à prendre. Et puis il y a l'écriture, effectivement, qui était la difficulté suivante, la piste de travail suivante, puisque écrire sur un sujet, donc ça implique de faire passer toutes les connaissances qu'on a déjà en tête ou voilà qu'on a l'habitude de partager auprès d'assemblées, d'auditoires. On doit les transposer à l'écrit, mais sachant que la finalité sera orale. Et ça, c'est un travail en soi. C'est un travail en soi, puisque quand on s'exprime à l'oral, on ne s'exprime pas comme on s'exprime à l'écrit. Et c'est quelque chose que j'ai dû dont j'ai dû parler avec les professeurs. Ce qui m'a fait, au fur et à mesure, développer une espèce de cahier des charges, une espèce de document préalable avec toutes les questions qu'on pouvait se poser avant de se lancer dans un podcast. Donc, quelle plus-value à l'audio, de quoi on va parler, il y avait quand même un certain nombre de questions à se poser. L'écriture, donc il faut s'exprimer de manière orale avec des phrases plus courtes, plus synthétiques. Quand on parle oralement, on va plus vite au but, quoi. Alors qu'à l'écrit, on prend le temps de faire des longues formulations avec du joli vocabulaire, parfois des phrases qui font 4 lignes, mais je vous mets au défi d'essayer de les prononcer à l'oral. C'est là qu'on est content d'avoir de la ponctuation avec des virgules et des points. Et ça, sur le retour des élèves, moi, quand j'ai écouté les extraits, c'est vrai que on a tout de suite l'image et on comprend tout de suite très vite le sens de ce qu'on veut nous faire apprendre. Les élèves ont perçu ça très bien, je suppose, et les retours sont plutôt très positifs avant d'aller sur la partie. Oui, alors on a fait circuler un questionnaire justement aux premiers profs qui ont diffusé leur podcast à leurs étudiants. On leur a demandé effectivement de recueillir les avis, donc avec des questions sur la pratique du podcast dans le cadre des cours. Et les retours ont été extrêmement positifs. Donc globalement, évidemment, c'est jamais unanime dans des questionnaires comme ça, mais en tout cas, c'était vraiment très, très majoritairement très positif, tant pour le contenu, sa mise en forme, etc., mais aussi le fait de diversifier les pratiques, de sortir un peu de son syllabus et de découvrir vraiment un univers. Parce que ça, c'est vrai que moi, j'avais à cœur d'y mettre quand même pas mal de créativité. Je voulais pas que les étudiants écoutent quelque chose de très solennel, très formel, qui allait être un peu lourd, comme un discours qu'on pourrait faire. Non, je voulais vraiment que ce soit des contenus, et ça c'est vraiment des choix personnels, mais je voulais que ce soit des contenus vraiment amusants pour eux, qu'ils aient plaisir à écouter, avec un certain nombre d'illustrations qui allaient permettre de créer un univers, une ambiance, qui allait vraiment les plonger dans un sujet. Et là, on voyait vraiment le podcasteur, enfin l'auditeur et l'auditrice podcast avec son casque sur les oreilles ou peut-être en train d'écouter en faisant autre chose, mais dans une écoute assez intimiste. Je le voyais comme ça. Et les écueils, on va dire, en tout cas, les choses qu'ils auraient pointées éventuellement, c'est de ne pas pouvoir les télécharger. Mais comme nos podcasts sont en diffusion interne pour les raisons mentionnées de droit, etc., on fait en sorte que ça ne circule pas partout. Donc, ils ont accès à une plateforme qui est utilisée par l'université. Et ils auraient évidemment voulu avoir le script complet à l'écrit. Mais voilà, on les amène sur un autre terrain, une autre manière de pratiquer les informations qu'ils reçoivent. Et ça veut dire qu'on ne leur donne pas l'écrit, c'est exclusivement l'audio. Mais j'essaye quand même de leur faciliter le travail en demandant aux profs d'avoir une structure dans l'écriture qui me permet de faire un minutage précis de l'épisode. Et ça permet vraiment d'avoir un plan de l'épisode comme on aurait un plan dans le cadre d'un cours, par exemple. Très bien. Alors, dans l'enseignement, et Vincent ne me contredira pas, on aime bien avoir des validations d'acquis. Là, est-ce que c'est des choses que vous avez intégrées, la validation des acquis par rapport à ce qu'ils ont entendu et qu'est-ce qu'ils ont capté, ou est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont remplies après pour être sûr que le message soit bien passé ?
Alors ici, on n'en est pas encore à la validation des acquis en tant que tel. Toujours est-il qu'on reste un petit peu, on reste dans le cadre du cours et de ce qu'il est censé apporter. Et comme je l'expliquais, le positionnement est différent d'un cours à l'autre. Donc parfois, c'est de la matière à proprement parler qui va vraiment devoir être étudiée dans le cadre du cours. Parfois, ce sont des approfondissements. Et donc du coup, là, ils ont toute la volonté, toute la possibilité d'aller voir ça, d'aller écouter ça surtout par leurs propres moyens, sans aucune obligation. Enfin, on espère quand même qu'ils le font évidemment, mais c'est vraiment la possibilité d'approfondir des sujets qui sont abordés au cours et qui, du coup, dans ce cas-là, restent abordés comme ils l'étaient déjà, mais voilà, avec plus d'informations et de précision sur la matière. Mais pour ceux, effectivement, où c'est de l'information pure, il n'y a pas encore toutes ces idées d'acquis, étant donné qu'on est un projet pilote, c'est peut-être des choses qui viendront aussi par la suite. Mais c'est rigolo parce que le professeur qu'on a entendu me disait qu'on a fait 4 podcasts dans le cadre de ce cours-là. Et il y a des étudiants qui se sont surtout cantonnés au podcast. Donc, ils ont estimé que c'était la matière la plus importante. Ils ont un peu laissé tomber le reste. Donc, il y a quand même encore des choses à passer, des messages à passer auprès des étudiants pour expliquer la pratique de ce qu'on leur amène. Ouais, et puis, il y a toujours des petits malins qui sont capables de récupérer l'audio, même si on ne peut pas le télécharger. Vincent, je te laisse terminer ce tour de table ronde. Merci. On pourrait même imaginer que les étudiants, au lieu qu'on fasse une interro écrite, ils fassent un podcast pour qu'on valide, qu'on vérifie. Très bien, la validation des acquis par le podcast. Un jour, on pourra peut-être faire ça. Oui, on avait envie de terminer cette séquence-là avec une envie de podcast, avec un projet de podcast, et avec Marie, qu'on connaît bien, enfin que moi je connais bien, parce qu'elle était étudiante chez nous dans un diplôme de conception-réalisation documentaire audiovisuel. Ce diplôme-là commence par une première séquence où on fait d'abord de la réalisation d'un documentaire audio. Et en sortant de chez nous, Marie avait envie de s'engager sur la question du podcast. Cette envie, elle est née pendant cette année-là ou elle était déjà présente avant peut-être ? Alors, elle n'était pas complètement. Je suis pas arrivée à l'INA dans ce diplôme dans cette formation qui est effectivement quand même plutôt axée sur le cinéma, sans précédent dans mon envie de radio et de son, puisqu'il se trouve que j'ai travaillé un petit peu à la radio, à Radio France et à France Culture avant de commencer ma thèse en littérature. J'ai eu un parcours où j'ai un petit peu hésité, qui a été un petit peu sinueux entre la littérature d'une part et des envies de radio de l'autre. Mais donc il y a plus de 10 ans, j'ai fait ce choix peut-être absurde de quitter la radio pour commencer une thèse en littérature. Résultat, une fois que ma thèse a été terminée, que j'ai commencé à enseigner, puisque j'ai enseigné à la suite de ma thèse, cette envie de son et de radio m'a un petit peu rattrapée. Et donc je me suis tournée vers la formation continue. Et j'ai cherché un petit peu ce qui était disponible. J'avais une très forte envie concernant le documentaire en particulier. Et donc, j'ai trouvé cette formation à l'INA, à laquelle je me suis inscrite. Donc, mon intérêt était pour le geste documentaire. Je savais que la formation était essentiellement axée sur l'audiovisuel, mais qu'il y avait quand même un petit peu de radio. Et il se trouve que la formation a confirmé que mon envie était plutôt du côté de l'audio et de la radio que de l'image. Si je dois expliquer pourquoi aujourd'hui, alors il y a quelque chose de très simple, c'est que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à travailler le son et à réaliser ce documentaire radio que je n'ai pris de plaisir à travailler l'image, même si j'ai pris du plaisir aussi à travailler l'image. Donc ça, c'était de toute façon, pour commencer, une forme d'évidence et de confirmation de « Ah oui, le médium qui me plaît vraiment, c'est le son ». Alors pourquoi je suis sans doute pas capable d'être absolument transparente avec moi-même et donc ni même envers vous à ce sujet-là. J'y ai quand même un petit peu réfléchi, notamment en vue de cette soirée. Alors c'est peut-être de l'ordre de la rationalisation secondaire. Après coup, on essaye de rationaliser des choses qui nous dépassent un petit peu. Mais je crois qu'il n'est pas complètement impossible que ça vienne du fait que je crois que le médium sonore est beaucoup plus proche de la littérature que l'image. Je le crois parce que il me semble qu'il y a des fonctionnements de base qui sont vraiment similaires. Pour moi, le son, c'est de la manipulation de signes,
qui ont du sens. Et en cela, c'est vraiment un geste qui est très très proche de celui du geste de création littéraire. Sauf que, et c'est là que moi ça peut me rendre hystérique de bonheur, c'est qu'en plus j'ai l'impression que c'est de la littérature enrichie. Parce que les signes qu'on manipule, c'est pas juste les signes du langage humain articulé, les signes symboliques, le mot chien, ça renvoie à l'animal à quatre pattes que vous connaissez tous, mais qu'en plus on a accès à toute une autre série de signes. Et ces signes, ce sont les sons, qui sont des signes indiciels et non symboliques, etc. Et quand j'ai découvert ça, j'ai découvert que tout d'un coup, c'est comme si on m'avait mis la 3D sur ce langage de la langue écrite que je suis habituée à manipuler, à analyser, à travailler depuis le début de mes études. Donc voilà ce que je peux dire sur mon amour du son. Oui, voilà, il y a tout ce que le son apporte en plus du texte. On a commencé avec des accents tout à l'heure. J'ai eu l'impression, depuis qu'on a écouté du Gallo, que finalement, toutes les voix qu'on a entendues après, elles avaient chacune leur accent, finalement. Et qu'il y a quelque chose dans le son qui ne va pas jusqu'à être aussi envahissant que peut être l'image, qui finalement prend toute la place. Et le son, il ouvre autre chose que le texte ne dit pas forcément. Oui, justement aussi de ce point de vue-là, par rapport à l'image... Le son, comme pour le coup, je trouve comme la langue écrite, va activer l'imaginaire. Alors que l'image, le cinéma, la vidéo, c'est pas du tout pour dire que établir des hiérarchies qui n'ont pas lieu d'être, mais l'imaginaire nous est plus donné, voire imposé, et je crois que je préfère les médiums, alors pour le coup que ce soit le langage écrit que vous allez trouver dans vos livres ou le langage sonore, qui active votre imaginaire et qui du coup laisse un petit peu plus de place à leur destinataire. Voilà, je préfère ça en fait. Alors aujourd'hui, cette envie de podcast, ce désir de podcast, il pourrait trouver sa place dans ton métier d'aujourd'hui qui est d'être enseignante en littérature. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose là, une piste à explorer pour donner accès à des étudiants à la littérature d'une façon qui soit très singulière, le podcast. Oui, alors les projets que j'ai à cet égard, ils sont même un peu différents. Ils ne consistent pas à se servir du podcast comme un outil ou comme un support, mais bien à en faire l'objet de la matière enseignée dans des cours et dans un département de littérature. Alors j'ai quand même la chance d'avoir été donc recrutée dans une université, Paris 8, donc à Saint-Denis, qui, pour ce qui concerne l'enseignement des lettres, de la littérature, a deux spécificités. D'abord, la formation qu'on propose sont très axées sur la création littéraire. Et l'autre spécificité, c'est que c'est un département de littérature qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la littérature hors le livre. Donc la littérature exposée, la littérature numérique, la littérature performée, voilà, ce genre de choses. Et donc moi là, ce que je vais commencer cette année, ce que je vais mettre en place, le cours va commencer en mai sur un format intensif, c'est un atelier d'initiation au récit sonore, et où ici le podcast n'est pas utilisé comme support de cours, mais va être ce que les étudiants vont devoir produire à la fin de cet atelier. Donc c'est un petit peu différent de la démarche que tu... Aussi, d'accord. Bon, alors là, c'est axé là-dessus. Et alors, ça représente pour moi plusieurs avantages. D'abord, parce que moi, j'ai affaire à un public qui lit pas beaucoup. Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose de générationnel ou en tout cas, voilà, il y a quand même une vraie barrière avec l'écrit. Alors que ce soit parce que le livre écrit, c'est quand même un objet qui est entouré de toute une image qui relève beaucoup de la distinction sociale, hein, d'accord. C'est quand même un objet de bourgeois en fait, le livre écrit. Et j'ai pas forcément en face de moi un public qui appartient à la bourgeoisie. Et par ailleurs, l'écrit, le médium écrit est aussi une vraie barrière aujourd'hui, parce que c'est un médium qui est moins bien maîtrisé, parce que c'est un médium auquel les étudiants ont moins à faire, parce que c'est pas sous cette forme-là qu'ils consomment, même si j'aime pas beaucoup cette métaphore-là, du contenu aujourd'hui.
Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte, alors non pas en tant que professeur de littérature, de renoncer, bien sûr, à former les nouvelles générations à la maîtrise de la langue écrite et au plaisir du livre, pas du tout, mais peut-être aussi de considérer qu'il n'y a pas d'indignité à s'ouvrir aussi à d'autres médiums et d'autres formes de compétences, et que notamment l'écrit ne doit pas nécessairement être une barrière qui va les empêcher d'avoir un geste créatif, d'avoir un geste narratif, parce que les transversalités sont tellement plus nombreuses, me semble-t-il, d'accord. Composer un récit, que ce soit à l'écrit, ou, enfin, bien sûr, il y a des spécificités qui tiennent au médium, mais voilà, il y a aussi énormément de transversalité, d'accord. La dramaturgie, un schéma narratif, une exposition, un dénouement, des péripéties, des questions de rythme, des questions de registre, des questions de ton. Tout ça, ce sont des notions absolument transversales. Et donc, pour moi, il s'agit non pas de... Enfin, mon plan secret, c'est vraiment un petit peu d'essayer à terme, à moyen terme, de faire... d'intégrer en fait le récit sonore ou la création sonore au département de littérature des universités. Merci beaucoup. On a l'impression qu'on a bouclé une boucle, qu'on a commencé par des récits populaires, des contes, une tradition orale, et on revient sur une tradition orale. J'avais envie de vous poser la question aux uns et aux autres, parce qu'à l'INA, les gens qui s'inscrivent pour nos formations sur le podcast, quand on leur demande pourquoi ils veulent faire du podcast, c'est d'abord pour maîtriser la technique. Et j'avais envie de demander aux uns et aux autres, parce que vous avez une approche extrêmement différente entre vous sur les aspects techniques, comment vous abordez cette question technique? Alors, Marie, comment est-ce que tu vois la question technique dans ce projet-là avec les étudiants ou dans mes projets Avec les étudiants, perso, oui, par exemple. Là, déjà, le premier problème auquel j'ai été confrontée, c'est que comme ça se fait pas beaucoup, déjà, là, ça fait des semaines que je cherche à droite à gauche du matériel pour pouvoir faire très, très concrètement ce projet. Donc, j'ai fini par trouver, en écumant tous les départements de mon université et en ressuscitant, voilà, en réservant un zoom à droite, un zoom à gauche, et des casques par-ci, des casques par-là. Moi, là, vraiment, alors c'est peut-être aussi du fait justement qu'on est quand même dans le cadre d'un cours en littérature. La question technique, surtout pour une initiation d'une semaine, je pense, elle va être minimale, c'est-à-dire que je vais leur donner le strict nécessaire, d'autant plus que c'est pas comme si j'avais rempli des compétences illimitées dans la technique de la prise de son moi-même. L'idée pour moi, c'est vraiment plus de les former à l'écriture, à la composition. Donc la question de la technique, elle est secondaire pour moi dans ce projet-là. Peut-être, Cécile, on peut revenir un tout petit peu sur simplement la place de la technique, puisque tu as été ingénieur du son pendant 17 ans. 17 ans. Et du coup, ça pousse vers des élaborations, des constructions qui sont peut-être plus complexes, jusqu'à aller sur du son immersif ou du son 3D. Comment est-ce qu'on peut travailler cette haute technicité du son dans le format podcast ? Justement, je trouve que le podcast, ça se prête à la technique et au travail du son. Le podcast, je crois qu'il est souvent écouté au casque, il me semble, c'est une écoute casque. Et forcément, le son 3D, le son binaural est pour moi un moyen d'expression. En plus du sujet, du thème du podcast, de pouvoir avoir un espace sonore, c'est super. Et moi, quand je travaille mes podcasts ou mes sujets, la technique est omniprésente, en fait. Savoir si je vais enregistrer en micro de proximité, en couple, avec un couple RTF, Christian Hugonnet n'est plus là, mais avec un couple RTF ou avec une tête binaurale, ou avec... on peut se mettre aussi soi-même des micros dans les oreilles pour avoir du binaural natif. Enfin, il y a toute une technique sonore aujourd'hui qui existe et qui fait partie intégrante, je pense, de la pensée du podcast. Et pour moi, elle est tout le temps là, c'est sûr. Merci bien. Alors,
on termine avec... Moi, j'ai deux choses très contradictoires. À la fois, les réflexions de... je pense que le Sylvain, puis on podcast... donnera la parole à la salle. Je pense que le podcast doit être léger, accessible à tout le monde, et j'ai envie que tout le monde en fasse. Donc nous, en tant que service public, on a créé la plateforme des audioblogs, sur lesquels d'ailleurs on héberge tes créations. Donc les audioblogs sont ouverts à tout le monde, vous pouvez y aller. Mais surtout sur cette plateforme, on donne énormément de conseils techniques et d'entretien avec des grands auteurs, parce qu'à la fois, j'ai envie de dire, peu importe la technique, l'important c'est l'envie de s'exprimer et tout. Et en même temps, je pense que la technique dans le son, c'est pas la technique pour la technique, c'est une éthique, c'est une esthétique, c'est politique. Ces quatre mots sont synonymes. Une voix mal prise, c'est un manque de respect envers la personne qu'on interroge. Et comme on est là tous pour donner des voix et pour faire entendre soit des gens qui n'ont pas la parole, soit des choses, des secrets, des tabous qui ne sont pas dits publiquement habituellement, et que le podcast est là aussi pour révéler, je crois que c'est ce qu'on peut retrouver. Il est important que les voix soient bien prises, c'est un respect de la personne qui parle, qui fait confiance, c'est un respect de la personne qui écoute. Et une voix mal prise, par exemple, un journaliste qui vous interviewe, moi ça m'arrive très souvent, le journaliste il a bac+5, il parle très bien, il a fait les études, il tient son micro correctement et il parle. Et ensuite il fait comme ça. Et la personne est à 3 mètres et sa voix est détimbrée. Donc on entend ce que la personne dit. Vous entendez ce que dit le ministre qui sort de Matignon. Vous entendez le fond de discours. Vous n'avez pas le timbre de sa voix. Donc il n'existe pas en tant que personne à partir du moment où la voix est détimbrée. Il l'exige juste en tant que producteur de signes. Donc pour moi, ces choses-là sont fondamentales. Merci. Un minimum de technique est nécessaire, hein, puisque on sait pertinemment que dès que le son est pas bon, l'auditeur, plus de 50% des auditeurs quittent un podcast si le son n'est pas équilibré, ne serait-ce qu'entre l'intro et le son principal. Et j'en ai écouté encore tout à l'heure dans la voiture, et c'est vrai que c'est désagréable en fait. C'est quelque chose qui à terme, une fois ça va, mais après si ça se répète, on reste pas sur un podcast qui est mal enregistré ou qui est mal capté. Oui, petite réflexion générale sur ce que tu as entendu. C'est ce qui a été dit. On m'avait demandé de faire une conclusion. Qu'est-ce que j'ai entendu? Et ce qui me fait toujours plaisir, c'est qu'alors on ne peut pas réunir un plateau aussi différent, divers, des expériences aussi différentes, et pourtant, sous le parapluie du podcast, je retrouve des points communs, des démarches souvent très personnelles. C'est vraiment une envie d'expression qui peut être très personnelle, qui ne tient pas forcément compte du marché, des enjeux, de la possibilité d'en vivre, mais vraiment d'une envie de s'exprimer pour raconter ce qu'on ne raconte pas. Une envie de faire toute seule aussi. La possibilité de se dire, dans ce médium-là, je peux faire tout toute seule. Je peux écrire, je peux enregistrer, je peux faire ma voix, donc je peux monter. Le podcast est aussi permis parce que tout le matériel audio est devenu beaucoup plus accessible. Il y a grâce à l'audio numérique, on peut monter. Il y a des logiciels de montage gratuits, voilà, et qui sont tout à fait corrects. Donc ça, c'est intéressant. Donc la liberté de faire toute seule, et une liberté très grande, de faire un peu ce qu'on veut, l'envie de bricoler, l'envie de s'amuser, donc de revaloriser le son comme une matière sonore, de revaloriser l'écriture sonore comme une écriture, ça c'est très important. D'ailleurs, on peut constater que les podcasts en replay, ce qui marche le mieux, c'est souvent des émissions élaborées, la matinale, un débat, les infos, on les réécoute pas nécessairement, alors qu'une fiction, un documentaire, quelque chose qui coûte très cher, qui a pris beaucoup de temps à être réalisé, c'est justement ce qui marche très bien en podcast. Donc finalement, la radio élaborée, elle trouve son meilleur moment grâce au podcast et pas avant, ça c'est à souligner. Évidemment, l'envie de traiter des sujets dont on ne parle pas ailleurs, la complexité de passer de l'écrit à l'oral, mais la volonté d'oraliser la connaissance, de comment on peut transmettre justement à des gens qui ne lisent pas. Et ça, c'est très juste ce que tu dis. Moi, j'ai constaté qu'écoutent des podcasts, soit des gens qui lisent beaucoup, soit des gens qui lisent pas du tout. Et le podcast se substitue à la lecture parce que, effectivement, dans cette immersion, on se crée des images mentales. Quand on lit Madame Bovary, chacun de nous se représente Madame Bovary différemment
même si le texte de Flaubert ne bouge pas. Quand on écoute un texte, un récit, c'est la même chose. Chacun s'est fait sa propre image mentale. Et c'est vrai que le son, je pense, est du côté de la fiction. Toujours. Une image, par nature, serait pornographique. Elle vous dit, voilà ce qui est. C'est là. D'ailleurs, on peut le voir. Le son est souvent... crée des ambiguïtés. Parce que est-ce que c'est un coup de tonnerre ou est-ce que c'est un bruiteur qui s'amuse avec une tôle ? Donc il y a le son, il me semble, la narration, le récit, parce qu'il nous est transmis dans l'enfance comme premier récit qui est oral. Il me semble qu'on est dans un générateur de fiction. D'ailleurs, très souvent, les documentaires d'Arte Radio, les commentaires en dessous disent c'est pas vrai, c'est une fiction. Pourquoi ? Parce que le son, pour les gens, ce qui est un son réel, c'est un son mal enregistré. Ce qui fait vrai, c'est le son qui sature, c'est le son du dictaphone planqué dans le tiroir de Madame Bettencourt et qu'on a pu écouter sur Mediapart. Ça fait vrai parce que c'est dégueulasse. Mais si vous avez un bon son, ils se disent « c'est pas possible, ça doit être faux puisque c'est tellement net ». Or, maintenant, on peut, en documentaire, avoir des sons d'une grande qualité. Voilà ce que je retiens. Cette liberté et cette envie de générer des histoires dans la tête des autres. Orson Welles disait la différence entre la radio et le cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. Des questions ? Dans la salle, pour nos intervenants ? Oui, allez, je viens avec le micro. Oh, mais j'en ai un autre là, c'est bon. Bonsoir à tous. Merci pour cette présentation, Jean-José Vanek de la Semaine du Son. Vous aviez commencé, et je vous en remercie, par essayer de définir ce qu'est le podcast. Moi, j'avais cru comprendre que pod, une capsule, et donc que le podcast était une petite capsule sonore que l'on vous envoyait. J'avais fait fausse route ? Oui, l'origine est vraiment de l'iPod, en fait. Oui. Il y a peut-être d'autres questions, je reste là peut-être. Mais c'est joli l'idée d'une capsule, moi je suis assez pour. Mais cela dit... Parce que pod c'est une capsule, mais c'est aussi une... Chez un végétal, c'est quoi le pod ? Mon anglais me lâche. Ouais, un petit... Après c'est l'origine de l'iPod, du mot iPod. D'où vient l'origine du mot iPod ? Là, il faudrait demander à Steve Jobs. Mais c'est un peu compliqué actuellement. Quoique maintenant, avec l'intelligence artificielle, on arrive comme à tout faire. Une petite cosse, quelque chose qui se balade. Ouais, j'aime bien. On va garder plutôt cette définition. Oui, bonsoir. Philippe Laurenchet, journaliste. On n'a pas parlé trop de business au départ. Un petit peu, Philippe, on a un peu parlé, mais de ce que j'avais compris des chiffres qui avaient été annoncés, c'est que effectivement il y a un potentiel de public important au niveau du podcast, mais que ça a l'air de stagner relativement en termes de pénétration auprès du grand public. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous pourriez l'expliquer éventuellement? La bonne question. Comment on peut l'expliquer Oui. Oui. Tu as fait des réponses à cette question-là, puisque sur ta place C'est toi le business ici, sur cette estrade. Pas dire que je suis business. J'ai l'impression que c'est ça, oui. Non, mais la difficulté aujourd'hui, c'est que les médias parlent de leur propre podcast, les radios parlent de leur propre podcast, et qu'il n'y a pas une communication sur le podcast, comme... Dans les médias, on ne parle pas de la radio parle de la télé, la télé ne parle jamais de la radio. Donc en fait, il y a un problème de notoriété du podcast. Donc là, l'ARCOM a lancé un observatoire du podcast. Ça veut dire qu'il vient d'y avoir des aides. Le ministère de la Culture vient justement de sortir les 119 lauréats d'un prix pour accompagner les podcasteurs. Donc petit à petit, on commence à parler du podcast, mais c'est quand même très récent. Même si... Sylvain est là depuis plus de 20 ans, mais le terme podcast est quand même, et d'ailleurs ça s'appelle Arte Radio. c'est quand même notable pour du podcast. Donc en fait, le podcast est un terme qui va petit à petit arriver en France, en Belgique, en Suisse, c'est quasiment inexistant. On était avec un spécialiste des médias en Suisse, et la Suisse, ils n'ont pas du tout de podcast natif. Donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. L'industrie est nouvelle,
les mesures sont nouvelles. Donc tout ça va mettre du temps. Donc je pense que c'est la principale origine, c'est que bien entendu le terme podcast n'est pas connu, 2 qu'il n'y a pas encore un podcasteur qui a explosé et dont tout le monde va parler même s'ils ne font pas partir de leur propre groupe. Et puis le marché se met en place doucement. Ça veut dire qu'il y a de la publicité qui apparaît dans les podcasts. On entend maintenant des podcasts avec des fois 2 minutes 30 de publicité avant de démarrer le podcast, sachant que les études sont claires. 85% des auditeurs quittent le podcast s'ils entendent de la pub en démarrant. Donc ce qui est privilégié aujourd'hui dans le podcast, vous savez, vous avez plusieurs modèles de publicité. Vous avez ce qu'on appelle la programmatique, c'est-à-dire des publicités intrusives qui arrivent au début du podcast et qui n'ont rien à voir avec le podcast. Et ça, c'est assez contre-productif. Et vous avez ensuite plutôt ce qu'on appelle le host read, c'est-à-dire que c'est l'animateur, un peu comme la speakerine d'RTL, qui annonce, qui parle d'une marque en disant j'adore cette marque, et si le podcasteur aime vraiment cette marque, là on est moins dans un côté intrusif et on arrive à développer un modèle économique. Mais il y a aussi ce modèle économique là qui fait que aujourd'hui les acteurs du podcast ils gagnent leur vie plutôt avec les formations ou le business qu'ils génèrent en parallèle de leur activité. Par exemple, un podcast qui va parler de développement personnel, il va faire des formations de développement personnel et il va vendre ses formations parce qu'il a un podcast où il donne mais pas le podcast en lui-même. Donc il y a aussi tout ce côté professionnalisation qui est en train de se mettre en place, mais où le marché, pour le moment, c'est assez complexe de gagner sa vie. Il y a quelques podcasteurs, notamment Cerno, dont on parle souvent, Julien Cernobori, qui a un podcast qui s'appelle Cerno, et qui est une contre-enquête, et où il est financé par ses auditeurs, et où là, on a un modèle économique qui est avec Patreon, où tous les mois, ses auditeurs l'aident à continuer sa contre-enquête sur les tueurs des vieilles dames des années 80, et depuis 3 ans, il fait son podcast et il en vit. Mais il n'en vit pas suffisamment pour embaucher quelqu'un pour l'aider à monter. C'est lui qui fait le montage, c'est lui qui fait le tournage, c'est lui qui fait tout de A à Z. Mais moi, je n'y connais rien dans les chiffres et je ne savais même pas que les audiences des podcasts stagnaient, mais j'ai l'impression, au contraire, qu'il y a de plus en plus d'influenceurs et influenceuses qui lancent leur podcast. Il y a Lena Situation, par exemple, qui a des millions de followers et qui lance son podcast Canapé 6 places. Et c'est en train de se faire connaître de plus en plus. Et alors peut-être parce que je suis dans le milieu, mais j'ai l'impression que tout le monde commence à avoir un podcast et que justement il va y avoir une deuxième vague où ça va de plus en plus se faire connaître. Alors dans le podcast magazine numéro 2, je suis allé voir Manu Payet, qui est parti, vous savez, de Virgin Radio, qui a lancé un podcast natif avec les Paillettes, c'est-à-dire les 5 qui étaient à Virgin sont partis et ont fait un propre podcast entre eux. Il y a des animateurs, Anso et Vacher, qui sont partis à Bordeaux et qui ont lancé un podcast qui s'appelle Plus de Sens. Parce qu'ils veulent avoir plus de sens dans leur vie, ils ont lancé un podcast et ils ont arrêté de bosser en radio. Donc il y a des choses qui se passent et il y a en effet des youtubeurs. Là, j'ai vu aussi une Instagrammeuse qui, avec son copain, vient de se lancer dans le podcast. Ils viennent de lancer un podcast. Donc tout le monde s'y met un peu. Donc en effet, ça va venir, mais ça va encore mettre, à mon avis, 1 ou 2 ans avant que on va dire 50% de la population ait eu le mot podcast dans leur tête. Mais à la télé, on n'en entend pas parler. Dans les journaux, on n'en parle pas. Je veux dire, à part les podcasts qui sont propres aux médias, les radios font leur propre podcast, la presse écrite, ils font leur propre podcast et ils ne parlent que de leur podcast. C'est très rare qu'on parle des autres podcasts qui existent, sauf dans la presse genre Elle ou Match, où ils vont dire ah ben tiens, là on a Super Green Me parce que c'est écolo, donc on va en parler quand il y a des thématiques particulières. Mais le podcast en tant que vraiment phénomène, c'est rare. On n'en parle pas encore beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? Moi, je voulais faire une intervention, peut-être un peu pour conclure aussi. De ce que j'ai entendu ce soir, je n'ai entendu que des sons de qualité, ce qui me paraît essentiel. Au moment où Universal nous a rejoints pour imaginer en fait un label de qualité sonore pour lutter contre la compression. Et de ce que j'ai entendu ce soir, il n'y a pas beaucoup de compression dynamique sonore, j'entends.
Et on est dans la qualité. J'ai l'impression de revivre un peu les premiers moments de la radio, quand on avait effectivement encore un peu de respiration. On imaginait des radios, des dramatiques radiophoniques qui avaient vraiment toute la richesse du silence, du micro-silence qui nous permettait de nous retrouver et d'avoir le réalisme. Et dans tout ce qui a été entendu, là, il y a un réalisme absolument incroyable qui nous a été ôté d'ailleurs par tous ces effets de compression qui font que les radios sont devenues un peu synonymes de quelque chose qui n'a plus de réalité. Et là, on retombe dans la réalité. C'est ça qui me paraît intéressant de ce qu'on a entendu. Alors peut-être que finalement, c'est ça le podcast. De ce que j'ai entendu ce soir, c'est peut-être le retour à une réalité, une forme de réalité qui respecte l'oreille aussi, et qui respecte le contenu, qui donne du contenu et qui permet aussi de faire du bien à nos neurones de l'audition, chose qui est quelque chose un peu difficile à obtenir aujourd'hui dans bien des secteurs de la reproduction du son. Voilà, donc je voulais le dire parce que je pense qu'on est dans le vrai là. Et au moment où le bruit nous entoure, nous emmerde en permanence, je veux dire, et nous inonde et nous empêche de réfléchir et nous empêche aussi d'avoir une conversation comme celle qu'on a eue ce soir, mais peut-être que le podcast a tout à fait sa place. Voilà, je voulais vous le dire parce que je le ressens vraiment comme ça.